Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'avoir répondu à notre invitation pour cette déjà troisième conférence Iségoria de l'année 2012. Je suis très heureux de recevoir ce soir Maxime Werner, le président de l'Association des jeunes de France, et également le plus jeune candidat à l'élection présidentielle, ou en tout cas en recherche de parrainage. Il nous dira où il en est. Je vous remercie d'avoir accepté notre invitation. Alors, que vous dire d'autre pour débuter que vous distiller un peu de pression en vous informant que vous intervenez à la tribune d'Iségoria après un ancien Premier ministre, ex-ministre des Affaires étrangères, candidat lui aussi à la présidentielle, Dominique de Villepin. Vous êtes tout de même, vous aussi, une personnalité atypique, une figure, comme l'on dit, du paysage politique. Vous n'avez que 22 ans, mais d'ores et déjà, vous affirmez des ambitions, appuyées d'idées tout aussi affirmées. Nous allons vous projeter une petite vidéo, un montage que nous avons réalisé, qui présente les figures des hommes politiques, vos concurrents actuels, à votre âge, ou en tout cas dans leurs jeunes années. Si j'étais président de la République, jamais plus un enfant n'aurait de pensée triste. Je nommerais bien sûr Mickey Premier ministre de mon gouvernement. Si j'étais président, s'appeler à la culture me semble une évidence. Matin à la police, fixe aux finances, au roi la justice, et Mimi à la danse. Est-ce que tu serais content si j'étais... Tu as 20 ans, tu es étudiant à Nanterre. Pourquoi es-tu à l'UDR? Eh bien, je suis à l'UDR, j'ai pas connu 1940, j'ai pas connu 1958, j'ai même pas connu 1968. Et pourtant, je suis à l'UDR. Pourquoi? Eh bien, parce qu'on m'a dit que je voulais participer à l'effort de construction de la société de demain, parce que j'estimais que nous ayant donné le droit de vote, nous les jeunes, nous n'avions pas le droit de participer à la construction de cette société où nous allons vivre. Et puis à l'UDR, on ne m'a pas désigné un ennemi tout fait, on ne m'a pas dit la vérité est une et c'est nous qui l'avons, on m'a simplement dit pour construire cette société de demain, il fallait l'effort de tous et la participation de tous. Voilà pourquoi je suis l'UDR. Voilà. Alors, pour votre part, vous êtes engagé très tôt dans la politique et par la petite porte. Vous avez écumé les rues de votre quartier natal à Bron, près de Lyon, pour inscrire les abstentionnistes par procuration sur les listes électorales. Quartier où vous êtes ensuite présenté aux élections municipales et où votre liste obtient 4% des suffrages. Mais votre grand combat concerne l'abaissement de l'âge de l'éligibilité aux principales élections de ce pays, projet adopté par le Sénat début 2011, ce qui vous confère une légitimité certaine que vous estimez suffisante pour vous présenter au présidentiel. À côté de vous, on pourrait dire que Jean Sarkozy, conseiller général à 24 ans, manquerait presque d'ambition. Son père est président de la République, le vôtre est chauffeur de taxi, mais rien ne semble vous freiner. Vous n'êtes pas passé par les grandes institutions de ce pays pour vous former, comme Sciences Po ou l'ENA, mais étudier la communication politique et médiatique au CELSA, au point qu'on puisse dire que c'est un signe des temps de la communication qui envahit la politique, peut-être. Votre livre programme Jeunes de tous âges, unissons-nous explique le sens de votre engagement aussi jeune en politique, à l'échelon le plus élevé, en justifiant que vous portiez une voix singulière, celle d'une jeunesse française oppressée, sous le poids, je vous cite, d'une gérontocratie qui la contraint, selon vos mots, à un bizutage social, qui freine des quatre fers pour la responsabiliser et l'impliquer dans la vie citoyenne. Vous faites vôtre la maxime cornélienne, aux âmes bien nées, la valeur n'attend point le nombre des années. Pour vous, la situation de la jeunesse, dont vous entendez être le porte-parole en vous engageant aux élections présidentielles, est symptomatique d'une crise multifactorielle dans notre pays, à la fois économique, politique, mais aussi morale, et vous voulez replacer les jeunes au centre de votre projet, dont vous estimez pouvoir inverser la tendance. Vous attendez maintenant votre pain blanc, car comme le disait Georges Bernanos, que vous citez dans votre livre, c'est la fièvre de la jeunesse qui maintient le monde à la température normale. Quand la jeunesse se refroidit, le reste du monde claque des dents. Ainsi donc, votre engagement qui tient lieu ce soir de témoignage veut aller contre un mouvement de dépolitisation de la jeunesse, de désengagement citoyen des jeunes. Maxime Werner, je vous invite donc maintenant à entamer la discussion sur le thème qui structurera notre conférence ce soir. Qu'est-ce que s'engager aujourd'hui? Avant cela, je cède la parole à Laurent Noël, le parrain de l'association. Je vous remercie encore de votre attention. Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être venus ce soir à Audencia assister à une nouvelle conférence Iségoria. Nous avons donc aujourd'hui le plaisir de vous accueillir, cher Maxime Werner, sur le thème de l'engagement. Vous êtes le troisième candidat à la présidentielle à venir vous exprimer dans cette même salle, comme le rappelait Pierre Baptiste, après Hervé Morin en fin d'année dernière, et il y a à peine 2 semaines, Dominique de Villepin. Vous partagez avec vos 2 corélégionnaires le fait d'être un candidat minoritaire. Et les minoritaires de 2012 risquent de l'être encore plus que par le passé,
si la tendance observée lors des 2 précédentes élections présidentielles se confirme. Ainsi, en 2002, les candidatures dites de témoignage totalisaient 45% des voix au premier tour, tandis que les 2 candidats restés en lice, Jacques Chirac et Jean-Marie Le Pen, obtenaient chacun moins de 20% des voix. Le changement est radical à la présidentielle de 2007, puisque ces petites candidatures ne totalisaient ensemble que 15% des voix, soit 3 fois moins qu'en 2002. Nombre de candidats, dont Hervé Morin, ont d'ailleurs pris acte des très faibles intentions de vote dont les sondages les créditaient, en se retirant, parfois au profit d'un autre candidat défendant des idées proches, peu ou prou. Vous vous distinguez cependant de messieurs Morin et Villepin par votre jeunesse, dont vous faites un principal argument de campagne. Si jeunesse et engagement sont considérés comme des qualités, elles s'accommodent hélas mal d'une prise de responsabilité importante. Je me permets de citer ici un passage des mémoires de l'écrivain autrichien Stefan Zweig, où l'auteur décrit le peu de considération accordée par la société viennoise à la fin du XIXe siècle à la jeunesse. On considérait encore un homme de 30 ans comme un être incapable de voler de ses propres ailes. Même un quadragénaire n'était pas jugé assez mûr pour un poste comportant des responsabilités. Cette défiance, reposant sur l'idée que l'on ne pouvait jamais se fier tout à fait à la jeunesse, se rencontrait dans tous les milieux. Quiconque voulait s'élever était obligé d'avoir recours à tous les déguisements possibles pour paraître plus vieux qu'il ne l'était. Les journaux vantaient des produits pour hâter la croissance de la barbe. De jeunes médecins de 25 ou 30 ans, qui venaient de passer leurs examens, portaient des barbes majestueuses et chargeaient leur nez de lunettes à monture d'or, même s'ils n'en avaient nullement besoin, à seule fin de donner à leurs patients l'impression qu'ils avaient de l'expérience. On s'imposait le port de la longue redingote noire, une démarche grave, et si possible un léger embonpoint, afin d'incarner cette maturité si souhaitable, et, qui avait de l'ambition, s'efforçait de donner congé, au moins dans son apparence extérieure, à cette jeunesse suspecte de légèreté. N'en déplaise à ce que ce grand auteur appelait de ses voeux, les mœurs n'ont guère changé, surtout en politique. Mais n'est-il pas raisonnable de confier à un individu expérimenté une magistrature qui implique la responsabilité de 65 millions de citoyens? Dans ce contexte, diriger jeune un pays ne peut procéder que de la naissance, de circonstances, d'un talent extraordinaire ou d'une combinaison des 2 derniers facteurs. Les exemples sont si rares qu'ils relèvent de l'anecdote, voire du record. En matière de naissance, Louis XIV monta sur le trône à 4 ans, mais dut s'accommoder jusqu'à ses 22 ans de la tutelle de sa mère, Anne d'Autriche, et du conseiller de son choix, Mazarin. Pour les circonstances et le talent, Napoléon Bonaparte devint consul à 30 ans et fut sacré empereur 4 ans plus tard. Plus proche de nous, et certes pour une performance moindre mais symboliquement forte, et par certains côtés voisine de votre engagement, on se souvient que Daniel Cohn-Bendit fut propulsé sur la scène politique par la révolution culturelle de mai 68. La statistique est donc impitoyable. Un élément alimente toutefois l'espoir. Comme l'a montré la vidéo qui vient d'être présentée, la persévérance peut être payée en retour, mais souvent au prix de 30 années d'abnégation. Ce qui est d'ailleurs le cas des 3 derniers présidents de la République française. Compte tenu de l'ensemble des éléments indiqués, vos chances d'être élus sont inexistantes. En l'espèce, point de déception, vous avez indiqué ne pas faire campagne pour être élu, ce qui est pragmatique mais curieux. Votre programme politique s'articule autour de 2 axes, des propositions en faveur de la jeunesse et, d'autre part, des propositions d'ordre économique et social. Vous avancez des propositions originales mais peu réalistes, comme celle de supprimer la TVA, première source de financement de l'État. Au final, vous avez, semble-t-il, assimilé la maxime de Confucius, qu'importe l'issue du chemin quand seul compte le chemin parcouru. On vous accordera sans peine que défendre les intérêts des jeunes à l'élection présidentielle est bien plus légitime que défendre des intérêts plus minoritaires encore, comme ceux de la chasse et de la pêche. Il est en effet regrettable que la jeunesse d'aujourd'hui connaisse un horizon assombri par les difficultés du marché de l'emploi et d'un endettement de l'État qu'elle va subir. Mais une question se pose. Êtes-vous, cher Maxime Werner, représentatif de la jeunesse d'aujourd'hui? Cette jeunesse si diverse se reconnaît-elle en vous? Et merci d'abord de votre accueil et de ces introductions si brillantes. Ça met déjà le niveau très haut. Pour l'embonpoint et la barbe, j'essaye de faire un peu d'effort. Et en effet, ça me donne l'occasion justement de préciser avant toute chose, c'est très important,
que je ne suis pas le porte-parole de la jeunesse, et je n'ai jamais prétendu à cela, et nous n'en avons pas besoin, et nous n'en aurons jamais. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a plus une jeunesse uniforme. Il n'y a plus l'armée, il y a tout de même, de plus en plus, on s'en rend compte de disparités, d'inégalités sociales, et de parcours entre ceux qui ont une mobilité internationale, vous en avez une ici, ceux qui n'en ont pas, etc. Cela étant, j'essaye d'être le porte-voix de la jeunesse, c'est-à-dire de porter, de défendre toutes les jeunesses dans le débat public qui ne l'entend plus parce qu'on n'est pas des acteurs primordiaux, en tout cas essentiels, des enjeux électoraux, vous l'avez précisé. On est finalement assez peu à passer d'un engagement citoyen, associatif, qu'on porte par ailleurs à un engagement politique. Et puis, je me pose déjà la question, donc je vais discuter avec vous quelques minutes et ensuite je répondrai à toutes vos questions et aux autres ensuite. Quand je pense à qu'est-ce que s'engager aujourd'hui, je pense surtout à qu'est-ce que c'était s'engager hier et qu'est-ce que ce sera demain. C'est aussi dans cette lignée qui, je crois, faut tirer et réfléchir. Les jeunes se sont toujours engagés. Alors, c'est un concept assez bourgeois, en fait, la jeunesse. Avant, il n'y avait pas de jeunesse. Au Moyen-Âge, c'est très clair. Jusqu'à 7 ans, vous étiez un enfant. À 7 ans, vous étiez un adulte. Vous travailliez avec les aînés. C'était réglé. Puis, petit à petit, on a constitué cet âge. Aujourd'hui, on se rend bien compte que l'engagement antérieur, qui a longtemps été d'ailleurs militaire, donc était déjà un engagement au service d'une forme de cause supérieure à l'individu ou à la classe sociale. Ça a été évidemment les généraux de la Révolution, qui n'avaient même pas 25 ans pour la plupart. Ça a été aussi ces engagements on peut dire de citoyens étrangers. Je pense à Manouchian, parce qu'on voyait il n'y a pas longtemps avec mon équipe le dernier rescapé du groupe Manouchian. Je pense à toutes celles et tous ceux qui ont souhaité être résistants, qui ont eu ce courage-là. S'engager hier, c'était prendre le courage de rentrer, comme dit Nietzsche, j'en parle dans le bouquin, dans la vie par l'épée. D'être actif, parfois pessimiste, mais actif, et d'essayer non pas de subir, mais vraiment d'agir sur les conditions d'entrée dans l'existence adulte, qui en effet, ça ne date pas d'hier, qu'on a envie de retarder cette sortie de la jeunesse. Et puis, aujourd'hui, pour moi en tout cas, l'engagement revêt toute forme de réussite collective. On dit trop souvent, mais je sais que ce n'est pas le cas ici, mais on dit trop souvent à nos jeunes, à celles et ceux qui feront la France et le monde demain, que la réussite, c'est individuel. Vous savez, tout ce mythe-là, le self-made man, etc. Pour ma part, je pense que c'est une grave erreur parce qu'aucune réussite n'est purement individuelle. Et on le voit bien aujourd'hui avec cet individu incertain dont parle Ehrenberg, dont parlent certains autres, cette fatigue d'être soi, etc. Ce qu'on doit poursuivre, et je crois que c'est le sens d'un management à visage humain qu'on porte de plus en plus, notamment en France, évidemment, c'est une réussite collective. Juste avant de venir vous voir, je suis allé rencontrer une association, et surtout la cantine, côté de l'Hôtel Dieu à Nantes, avec une quinzaine d'entreprises, un vrai vivier de potentiel, de talent. D'ailleurs, c'est un ancien de votre école qui en est le délégué général. Ça s'appelle Atlantique 2.0. Je vous invite à aller voir leur site, à voir un peu ce qu'ils font. Eh bien, c'est passionnant parce qu'on se rend compte d'une chose, c'est qu'aujourd'hui, nous autres jeunes, nous avons une volonté de contourner l'engagement traditionnel. J'en dirai juste 2 mots. Évidemment, on l'a vu avec les autres candidats à l'élection présidentielle. Je ne serai pas candidat, je vous rassure tout de suite. Peut-être eux, évidemment, il y en aura au moins un ou une de celles-ci qui y seront, mais ils ont fait le choix, qui est très différent du mien, de s'engager dans une famille politique qui à la fois vous expose et vous protège, mais qui fait que vous êtes le média jeune de ce parti politique. On le voyait avec Sarkozy qui parlait de l'UDR à l'époque, et les autres également qui sont très tôt engagés dans ces mouvements. Moi, j'ai fait le choix de ne pas m'engager dans un mouvement politique. Pourquoi ? Parce que je crois que la solution à notre situation et à la crise et à ce que doit être la jeunesse comme état d'esprit, et j'y viens, dépasse les clivages droite-gauche, et parce que je crois que l'engagement politique, c'est avant tout un engagement citoyen. Alors évidemment, vous avez sûrement lu Rosan Vallon, la contre-démocratie, etc. Par nos moyens, ma campagne en est, je crois, une expression, parmi d'autres, tout à fait modeste, mais une expression. On peut aujourd'hui faire ce qu'aucun jeune n'a jamais pu faire, avec peu de moyens et avec nos ressources propres, avec notre volonté tout simplement de porter notre voix et pas notre parole, parce que je ne suis pas du tout légitimiste, Dieu merci, sinon je ne serais peut-être pas là, mais avec cette volonté justement de s'engager selon notre envie individuelle, personnelle, dans une cause qui serait collective. Il y a une cause qu'on connaît tous, et on n'est pas pour rien des étudiants justement, qu'on a envie de grandir, d'apprendre, c'est la République. Donc je crois que s'engager aujourd'hui, c'est vouloir à tout prix
préserver ce qu'est la République, dont on débattra peut-être ensuite, et dont j'espère vous avez pu débattre avec Villepin la dernière fois. Et puis enfin, qu'est-ce que ce sera s'engager demain ? Je me pose déjà la question, évidemment, parce qu'on a tous à peu près dans cette salle une vingtaine, 20, 25 ans, et on se rend compte qu'on est à un âge absolument stimulant. Cette crise, évidemment, que ce que je dis soit très clair, est terrible pour bien des citoyens qui se retrouvent dans des situations de chômage, de précarité. Elle est terrible pour nous, qui parfois n'avons plus les moyens de pouvoir justement étudier, voyager, découvrir le monde. Mais elle donne l'occasion à celles et ceux qui, je crois, ont compris ce qu'est la jeunesse. Et pour moi, c'est l'exergue d'ailleurs aussi du bouquin. Camus dit « La vraie générosité envers l'avenir consiste à tout donner au présent ». Pour moi, ça, c'est la jeunesse. Et la jeunesse, ce n'est pas une question d'âge, en fait. On a de la chance d'avoir des aînés très, très jeunes. Donc, le lien entre les générations, pour moi, est un des éléments essentiels de l'engagement de demain. L'attachement à la République, c'est-à-dire avant tout à l'égalité des chances et surtout à la reconnaissance finalement de l'engagement, justement, comme d'une forme de réussite, doit absolument être une de nos sources d'engagement. Et puis d'un autre côté, quand je vois l'époque, quand je vois l'énergie qu'il y a, et les bonnes volontés ne sont pas à compter, elles sont juste à voir, à ressentir, je me dis qu'on a parmi nous peut-être des futurs grands artistes, des grands entrepreneurs, je l'espère pour mes enfants en tout cas, qu'ils aient du boulot. Ce sera peut-être des futurs responsables politiques. Et je me dis que nous sommes une future, peut-être, je vous le souhaite en tout cas, et je nous le souhaite, j'espère, une future élite qui aura éprouvé dans sa jeunesse un monde ouvert, qui ne se sera pas tourné, comme ça peut être le risque parfois, sur ce qu'on appelle la xénodéfiance, cette espèce de méfiance de l'extérieur, on rejette l'Europe, on rejette l'étranger, etc., mais plutôt sur une ouverture. N'oubliez jamais qu'on est à l'âge du low cost quand même. Avec 300 €, on peut voyager dans quasiment toute l'Europe. C'est incroyable, ça n'a jamais été le cas, ça ne sera peut-être plus jamais le cas. Donc profitons des moyens qui sont mis à notre disposition, évidemment ils sont perfectibles, mais qui sont mis à notre disposition pour éprouver notre jeunesse, en faire une richesse, pousser les murs, parce que c'est clair qu'on ne nous attend plus aujourd'hui, on est devenu une vraie variable d'ajustement, et s'engager aujourd'hui, pour moi, c'est tout simplement être jeune, vivre sa jeunesse, pas dans une forme prédéfinie, qui serait de faire la fête toute la journée, d'être une bête de concours. Non. Vivre sa jeunesse, c'est, pour moi en tout cas, j'essaye de le faire à ma petite échelle, aller vers... c'est très nietzschéen en fait, devenir qui l'on est. Voilà, c'est ça. C'est essayer de trouver sa vocation, d'échapper à la fois à toutes les violences symboliques dont on peut souffrir, mais surtout d'échapper finalement à cette espèce d'esprit-là, de ce panurgisme ambiant qui fait qu'on a l'impression qu'il n'y a qu'une manière de réussir. La vérité n'est pas là. À chaque individu, sa manière de réussir. Et l'engagement, pour moi, est une condition essentielle de la réussite. C'est pour ça que je suis très heureux à la fois d'être invité par Audencia aujourd'hui et puis que vous soyez nombreux à vous intéresser à cette thématique-là, parce que c'est clair que c'est beaucoup moins sexy, c'est le mot à la mode en ce moment, que des grands thèmes. Et pour autant, je crois que c'est beaucoup plus concret et important pour votre avenir, parce que l'engagement, il n'est pas seulement politique, et politique, ce n'est pas un gros mot d'ailleurs. L'engagement, il est avant tout humain, et il est l'expression de ce que vous voulez pour vous, pour vos enfants, et pour votre territoire, votre environnement. Donc, je suis prêt à en débattre avec vous. Merci beaucoup encore. Merci. Voilà, alors pour vous interroger, on a cette fois Adrien et Maxence. Bonsoir. Bonsoir, donc Maxime Werner. Vous avez parlé d'engagement et d'engagement pour la République. S'engager, c'est bien, et obtenir des résultats concrets, c'est encore mieux. Et c'est votre cas, puisque vous êtes l'initiateur d'une loi qui visait à diminuer l'âge d'éligibilité pour toutes les élections à 18 ans. Vous avez réussi, sauf pour les sénatoriales, où l'âge a été abaissé à 24 ans. Est-ce que vous pouvez nous parler de l'origine de cet engagement et quelle a été votre démarche, d'où vient cette motivation, quel est en fait le but de cette loi, concrètement? Bien sûr. Déjà, il y avait une question de clarté. Je crois qu'il faut être très clair. Un droit égale un devoir. C'est ça la République. Et un citoyen égale un homme. Je suis allé voir dans mon quartier les jeunes, les moins jeunes, pour les inscrire sur les listes électorales. Ils m'ont dit « Ouais, mais quand j'étais petit, moi, on m'a dit à l'école, en éducation civique, vous l'avez tous fait, pour être président de la République, ça marche pas le micro, je crois. Pour être président de la République, il faut être de nationalité française, avoir 23 ans, etc. Pour être député, c'est la même chose. Et je voyais autour de moi
parce que j'ai créé l'Association des jeunes de France, donc j'avais des jeunes de moins de ces âges, des jeunes absolument passionnants. Alors évidemment, ils ne seront pas présidents de la République. Quoique, s'ils ont les 500 parrainages, pourquoi pas. On en montrera peut-être l'exemple. Mais des jeunes avec des idées qui ont le droit, je crois en tout cas, de pouvoir les porter dans le débat public. Encore une fois, pour moi, l'élection, c'est pas seulement le pouvoir d'autorité, c'est pas seulement gagner l'élection. Si avec des gagnants, on ferait comme en Amérique, il y aurait que 2 candidats. L'élection, y compris les élections locales d'ailleurs, c'est participer à porter ses idées, participer finalement à cet échiquier politique, de montrer quelles sont les sensibilités en puissance, c'est la démocratie. Alors je me suis dit, ça peut être une véritable symbolique parce que la majorité à 18 ans, Dieu merci on l'a tous connu, mais c'est pas le cas de mes parents, si je crois, ils sont en 64. Non, pas du tout, c'est pas le cas de mes parents. Et donc cette majorité à 18 ans doit être pour moi pleine et entière. C'est pour ça que c'est très intéressant, je notais là ce passage de Zweig que je connaissais pas, parce que au final, aujourd'hui, le vrai âge adulte, la vraie majorité sociale, économique, parfois même politique, on vous l'accorde une fois que vous avez un emploi stable. Le premier emploi durable est à 27 ans et demi en moyenne. Une fois que vous avez, entre guillemets, c'est même plus une stabilité familiale, parce que ça a changé énormément, évidemment, les familles, mais une stabilité en termes de logement, une implication dans votre territoire. Ce qui veut dire qu'entre l'âge de sortie des études, qui lui aussi s'est retardé, ça peut être 23, 24 ans, et l'âge d'entrée dans la vie active, vous avez 3 à 5 ans de précarité totale, donc de jeunesse qui s'éternise. Et je me suis dit, il faut donner un symbole très fort, montrer que nos parlementaires et le gouvernement, entre guillemets, ont un souci de cohérence là-dessus, et dire, tous les citoyens peuvent se présenter à toutes les élections, et les Français décident, c'est la démocratie. Ça me semblait attention, c'était pas une fin en soi, on est bien d'accord, mais ça permettait à 4 millions d'électeurs de pouvoir se présenter à toutes les élections. Vous verrez qu'il y aura des jeunes qui seront candidats aux législatives. En 2 mots, parce que c'est vrai que c'était une démarche super intéressante pour moi, qui sortait des municipales et des cantonales à Bron, qui est une ville de 40 000 habitants, donc c'était quand même dur, mais c'était passionnant. 23 ans de moyenne d'âge, on était 39 jeunes des quartiers populaires d'ailleurs. Je suis allé voir plus de 300 députés, j'ai eu le soutien de 297 d'entre eux, toutes tendances politiques, de l'UMP aux Verts, communistes, socialistes, etc., à centre, qui ont déposé des propositions de loi. J'ai bien vu rapidement que la parole d'un député dans ce pays n'était pas assez valorisée. Il a fallu aller pousser pour que ce soit repris, pour qu'ensuite la droite et la gauche proposent de le mettre à l'ordre du jour conjointement de l'Assemblée. C'est 3 ans de boulot, tout ça. Et au final, lancer un appel au président de la République pour lui dire « Monsieur le Président, enfin mettez à l'ordre du jour », ça a été repris dans un projet de loi, donc je vous le fais rapidement. Et au final, ça a été bien sûr voté et promulgué en avril dernier. Aujourd'hui, à 18 ans, on peut se présenter à toutes les élections au suffrage direct. Pour les sénatoriales, ils ont voulu garder 18 ans plus un mandat local, donc 24. Ça changera peut-être. Mais ce que je veux montrer, c'est qu'on n'a pas besoin d'avoir une machine énorme si on veut, entre guillemets, changer une partie des choses. Ce qu'on a besoin, c'est de la volonté et de ne jamais se résigner, parce que, évidemment, qu'on vous décourage, c'est clair. Mais quand on a la force de ses idées, puis qu'on a un peu d'énergie quand même, on arrive toujours à faire ce qu'on veut. Et c'est ça, moi, ça m'a donné l'envie, justement, derrière, de ne pas me décourager, alors que la tâche était immense le moment où j'ai décidé, c'est-à-dire la veille, en gros, d'être candidat à l'élection présidentielle, il y a un peu plus d'1 an. Et au final, on a encore beaucoup de difficultés, il nous manque 120 parrainages et on se bat tous les jours pour les avoir, mais on est sur la bonne voie, c'est déjà ça. D'accord. Vous avez parlé notamment du fait que, je comprends bien la portée symbolique de cette loi, mais si on prend par exemple l'exemple des Anonymous ou des Indignés en Espagne, qui est une population très jeune, qui a moins de 25 ans dans sa majorité, et qui a trouvé d'une façon apolitique, hors du biais politique, un moyen de s'exprimer, notamment grâce aux réseaux sociaux, grâce à Internet. Est-ce que finalement la jeunesse ne peut pas trouver elle-même les moyens de son expression et notamment de porter ses revendications? Est-ce que cette réforme est vraiment nécessaire finalement? Est-ce que justement ces démarches-là ne prouvent pas le contraire quelque part? Ah non, elle est nécessaire et complémentaire au contraire. Parce que ce qui s'est passé dans le monde entier, qui venait un peu de France, soyons chauvins quand même, avec Stéphane Hessel, mais cet esprit-là, on n'a plus peur. On a envie de prendre la société en main parce qu'on sait que la protection sociale, le modèle français, c'est le nôtre aussi. Donc c'est aussi celui de nos enfants, il va bien falloir y travailler toute notre vie. Eh bien, je crois que ça n'est pas antinomique d'être à la fois un indigné, d'être à la fois un Anonymous, on les voit beaucoup en ce moment alors qu'ils sont Anonymous, et d'être à la fois un candidat aux élections. Moi, ce que je crois, c'est qu'un jour, et vous le voyez avec le Parti Pirate d'ailleurs en Europe du Nord, qui marche très bien, qui a des députés très jeunes, moins de 30 ans, je crois que les jeunes iront à l'élection présidentielle pour porter ce genre d'idées. Ou à l'élection locale, on le verra dès les législatives prochaines, j'en suis sûr et certain, il y aura un Parti Pirate en France. Et bien vous verrez que
nos plus jeunes n'ont pas moins d'idées que les autres, elles ne sont pas plus mauvaises, et surtout qu'ils ont la même capacité, je crois, à faire campagne avec des méthodes très neuves, et ça apporte un bien fou à la démocratie. Vous savez, ça répond peut-être pas forcément à la question, mais celles et ceux qui encouragent ma démarche, qui s'enthousiasment pour ça, ne sont pas forcément des jeunes. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'aînés, de personnes qui auraient l'âge d'être mes parents, voire mes grands-parents d'ailleurs, le plus souvent, et qui s'enthousiasment pour ça. Donc il faut dépasser la question générationnelle. Je ne suis pas un candidat jeuniste, pas du tout, même c'est tout le contraire. Et j'ai le droit, malgré mon âge, de porter ces idées. Avant, je n'aurais pas eu le droit, par exemple. Et ce que je crois, c'est que c'est indispensable parce que dans l'avenir, on s'engagera aussi de plus en plus jeunes, parce que la question de la jeunesse évolue. D'accord. Alors, vous venez juste donc de citer Stéphane Hessel avec donc Indignez-vous. Bon, vous le savez, il a donc publié Engagez-vous juste derrière. Et je pense que vous êtes un peu... vous ne le suivez pas trop sur ce qu'il dit, notamment quand il dit les jeunes regardent le monde avec les mêmes yeux que moi, mais pour autant, ils ne font rien. Résister, ce n'est pas simplement réfléchir ou décrire, il faut bien entreprendre une action. Or, je suis relativement pessimiste sur ce point. Alors, est-ce que vous, en tant que candidat à l'élection présidentielle, est-ce que vous pensez que vous allez être la désinhibition justement de cette jeunesse, de cette jeunesse en politique? Pas qu'en politique, mais je le souhaite. Le jour où j'aurai mes 500 parrainages, qu'on aura les mêmes moyens que les grands candidats, que les jeunes pourront entendre une voix, pas forcément qui leur ressemble, c'est pas la question, mais qui les défend. Je crois que ça les engagera, pas forcément à faire de la politique, mais à arrêter de se dire c'est impossible. Moi, le premier, vous l'avez dit tout à l'heure, fils de taxi, de femme au foyer, qui est un passionné d'actualité, de politique, de changer la société. Je me disais, nul n'entre ici s'il n'est pas fils de ministre, quoi. C'était pas possible. Pour autant, il a suffi pour moi d'ouvrir une porte, 2 portes, 3 portes, et de voir qu'il n'y a aucun complexe à avoir. Les idées, à la fois, n'ont pas d'âge, elles ont de l'avenir, c'est malais, mais évidemment que nos idées ont de la valeur parce qu'on est des citoyens comme les autres. On a un droit, c'est pas parce qu'on ne paye pas d'impôts pour l'instant, et qu'on en bouffe un peu, mais c'est de l'investissement. Et encore moins parce qu'on a moins vécu, d'après eux évidemment, qu'on n'a pas le droit à la parole politique, publique. Ce que j'essaie de montrer, c'est de la libérer tout en ne la nivelant pas. Parce que vous ne me verrez jamais venir vous parler d'affaires personnelles ou inintéressantes. La parole publique, pour moi, elle doit rester à la politique, à l'engagement, c'est la question d'aujourd'hui, et à la société, au commun. Donc j'espère ne pas être, entre guillemets, un poids pour les jeunes qui s'engagent, mais être au contraire quelqu'un qui va leur permettre de se libérer du carcan des partis politiques dans lesquels on veut les mettre toujours, de la position dans laquelle on veut les mettre, pour dire je n'ai pas à me définir par rapport à ça. Je suis un individu, si je veux prendre la parole publique, je peux le faire, que ce soit en tant qu'indigné, en tant qu'Anonymous, en tant que Stéphane Hessel ou en tant que Maxime Werner. Je crois que cette liberté-là d'engagement dans la société, j'en parlais tout à l'heure dans la voiture. Vous savez, on est dans un pays où on a une liberté incroyable. Dans d'autres pays, ce qu'on est en train de faire serait interdit, par exemple. Dans beaucoup de pays au monde. C'est magnifique, la France, parce que les portes ne sont... Attention, on ne vous donne pas le chemin, mais elles sont ouvertes dans le fond quand même. Et on doit pouvoir jouir de cette liberté pour œuvrer dans le sens du collectif. C'est ce que je vais essayer de porter à l'élection présidentielle. Moi, je suis sûr que ça dépassera le score électoral, que ça aura une répercussion, je l'espère à long terme, en tant qu'expérience pour les plus jeunes, qui se dit que la politique, ça ne changera rien, que les politiques ne les comprennent pas et s'en fichent, et qui sont portés soit vers le rejet des politiques, complet, donc abstention, ou soit vers des votes un peu, faut pas se mentir, aujourd'hui Marine Le Pen est très haute dans les intentions de vote des jeunes. Donc vers des votes purement protestataires. Alors d'accord, tout à fait. Vous parlez donc de la liberté de la jeunesse, comme quoi en France on est très libre. Par contre, avec la lecture de votre ouvrage ou de vos rapports que vous avez publiés sur votre site, vous critiquez quand même le fait que parfois la jeunesse fait face à des obstacles qui sont quand même assez colossaux, comme par exemple le fait de devoir payer le permis de conduire ou d'avoir des problèmes pour avoir des stages, de subir entre guillemets un bizutage lors de ces stages ou de ces formations. Est-ce que vous pensez que finalement à travers votre programme, leur donner plus de droits et plus de facilité justement aux jeunes à l'accession à ces stages, à une formation, notamment quand vous proposez d'attribuer le SMIC à tous ces jeunes qui font des stages, est-ce que vous pensez que ça ne peut pas aussi engager le fait d'avoir un passager clandestin, entre guillemets? La question de la jeunesse, aujourd'hui,
c'est aussi la question de l'éducation. Je crois, alors j'ai pas d'enfant encore, hein, peut-être bientôt, j'espère, mais je crois qu'on ne peut éduquer que par l'exemple, en fait. Alors comment vous voulez dire à nos jeunes, allez-y, créez de la valeur, mais attention, vous serez payé 400 € par mois quand vous serez stagiaire. Il faut être un peu juste. Je ne dis pas que tous les stagiaires doivent être payés au SMIC. Ce que je dis, c'est que ça doit aller jusqu'au SMIC, commencer comme aujourd'hui à 435 €, 425 €, et qu'il y ait, selon l'expérience que vous avez, le métier choisi, et la formation, le niveau de formation, un barème national. Aujourd'hui, ça me semble parfaitement injuste. Je sais que la plupart du temps, ce n'est pas le cas, mais ça arrive quand même. Et la loi le propose. Qu'un étudiant, par exemple, d'Audencia, qui a un bac+5, qui a déjà fait 2 ou 3 stages, pendant 6 mois, soit payé 430 €. C'est pas juste parce que vous apportez à l'entreprise quelque chose. Parce que c'est une richesse d'avoir un jeune dans une entreprise, surtout quand il est en formation d'ailleurs. Vous imaginez pour eux? Donc il y a un moment donné où il faut juste, c'est une question de justice et d'équité. Et puis surtout, il ne faut pas oublier que les moyens qu'on met dans la jeunesse, c'est pas à perte. Tout ce qu'on met sur l'éducation à la santé, par exemple, mais on le récupérera 100 fois. Ce qu'on met sur l'éducation, on le récupérera 100 fois. On doit absolument, c'est ça mon paradigme, c'est de dire, on est dans un pays libre, mais pour que ça continue, on est dans un pays riche, mais pour que ça continue, on doit absolument se tourner, d'autant plus en période de crise où il y a moins de moyens, sur une politique publique de la jeunesse et de l'intergénérationnel. Parce que ce qui manque, on en parlera sûrement tout à l'heure, c'est de lien entre les générations et de transmission. D'accord. Mais donc, qu'en est-il sinon de l'effort en fait? Le fait pour les jeunes d'avoir à subir justement ces obstacles et d'en apprendre justement de s'éduquer eux-mêmes face à ces obstacles. Parce que nos parents, nos grands-parents peuvent nous le dire, ils ont eu des problèmes au début quand ils étaient jeunes. Leur situation n'était pas forcément facile et finalement ils en ont peut-être plus appris que nous. En ayant plus de facilité, on en apprendrait. On peut reprendre la proposition de Nietzsche pour rebondir sur ce que dit Maxence. Ce qui ne nous tue pas nous rend plus fort. Oui, bien sûr, mais Nietzsche ne le dit pas tout à fait dans ce sens-là. Mais ce qui est très intéressant, en tout cas, à voir, c'est qu'à l'époque, ils galéraient. C'est vrai. Mais une fois qu'ils avaient galéré, ils avaient la juste rémunération de leurs efforts. Je vous donne un exemple. Les moins de 30 ans. Le patrimoine des moins de 30 ans a chuté. Il est divisé par 3. Pourquoi ? Parce qu'à l'époque, en effet, c'était dur le travail. Mais vous en aviez quasiment toujours, malgré le fait qu'il soit dur, et vous étiez payé de manière à pouvoir vivre décemment. Aujourd'hui, en effet, les conditions de vie ne sont pas les mêmes, on a les nouvelles technologies. Mais enfin, ça ne vous remplit pas la brioche non plus. Hein. Et en même temps, on a une extrême difficulté à avoir une stabilité. Être adulte, en tout cas, c'est comme ça qu'on essaye de le positionner dans la société, c'est être stable. Donc aujourd'hui, on n'a pas le droit d'être un citoyen adulte. C'est ça avant 30 ans. C'est à peu près ce qu'on nous propose comme projet. Je crois qu'au-delà d'être dangereux pour les individus, parce que ça les met dans un profond désespoir, vous imaginez quand même qu'on a la jeunesse la plus déprimée d'Europe. La plus déprimée. Vous avez vu la richesse qu'on a dans ce pays? C'est la jeunesse la plus déprimée. Moi, j'ai découvert en arrivant dans les beaux quartiers, les antidépresseurs, les trucs, les anorexies. Je ne savais même pas ce que c'était. Ce qui est ma faute, évidemment. Mais j'ai été complètement... c'est pour ça que la jeunesse, pour moi... C'est un engagement que j'ai eu petit à petit. Très tôt, je me suis engagé pour lutter contre les injustices. Et puis c'est en voyant les gens de ma génération, qu'on vienne de la campagne, des banlieues, des grandes écoles, etc. J'ai dit, mais il y a un point commun quand même. C'est qu'ils ont tous peur de l'avenir, alors qu'au contraire, on devrait, je crois, avec les chances qu'on a, malgré les difficultés, comme vous le disiez, se dire que la difficulté est une manière de s'éprouver, de grandir, et aller, je dirais, de manière active, positive sur l'obstacle. Aujourd'hui, c'est tout l'inverse. On a des jeunes qui se rétractent dans la plupart des cas. Regardez la mobilité internationale, c'est passionnant ça. Vous savez où partent les jeunes? En Grande-Bretagne, en Allemagne, en Espagne. Ils ne veulent pas partir en Turquie, par exemple, ou en Hongrie, beaucoup moins. Il y a un moment donné où je crois qu'il faut aussi qu'on ait le goût du risque, le goût de l'aventure. C'est une partie de la jeunesse. Je suis d'accord avec toi, on va se tutoyer. Moi, j'arrive pas à vous voyez. On va se tutoyer. Je suis d'accord avec toi là-dessus. Cela étant, ne sous-estimons pas non plus la difficulté actuelle de la jeunesse à avoir la juste rétribution de ses efforts par rapport à la génération, par exemple, de mes parents, où quand on voulait, on pouvait. Aujourd'hui, même quand on veut, il est très difficile de pouvoir. Donc pour revenir un peu à votre programme politique, Maxence a cité le fait que vous proposez donc de payer les stagiaires au SMIC. Je pourrais citer aussi le fait que vous proposez aux jeunes de passer le permis gratuitement. Donc on comprend bien que dans la conjoncture actuelle... Comment on le finance, hein. Oui, je vous laisserai expliquer. Donc, on comprend bien que dans la conjoncture actuelle, il y a besoin de mesures fortes et symboliques pour pouvoir, disons, diffuser votre message. Mais est-ce que vous n'avez pas peur
de l'effet pervers de perte de crédibilité. C'est-à-dire que, notamment, Laurent Noël a cité dans son discours introductif le fait de supprimer la TVA. Est-ce que vous n'avez pas peur, en annonçant des mesures aussi, certes fortes, mais qui peuvent être prises par les citoyens Vous savez, est-ce que c'est pas un peu naïf comme point de vue? Non, parce que je vais vous les expliquer, les deux mesures. En revanche, ce qui est naïf dans mon point de vue, c'est de croire, c'est pas pour vous que je le dis, c'est pour toute la classe politique, médiatique et tout le monde, c'est de croire qu'on peut expliquer des choses un tant soit peu poussées au grand public. C'est peut-être naïf, ouais, mais moi je me rabaisserai jamais à simplifier comme font les autres candidats. Alors, j'y viens. C'est pas pour vous que je dis ça, mais c'est parce que vous l'avez lu vous-même dans les journaux, les trucs comme ça. Primo, la question du permis, elle est essentielle. Comment voulez-vous qu'on propose à nos jeunes d'avoir des formations en alternance, d'être beaucoup plus actifs dans la vie culturelle, de faire de l'intergénérationnel comme je le propose, s'ils n'ont même pas le permis de conduire? Moi, je l'ai vécu dans mon petit village. Sans le permis, c'est quoi? C'est l'oisiveté. Vous savez, c'est la merde de quoi, l'oisiveté? Donc, on a un vrai problème là-dessus et on ne sait pas le gérer. C'est très difficile d'obtenir son permis de conduire dans ce pays. C'est très coûteux. Ça demande une organisation, notamment par les parents qui vous emmènent, etc., qui fait que ça en rebute plus d'un. Moralité. Je propose qu'on passe dès 16 ans le code dans les lycées de secteur. Ça coûterait rien parce qu'on supprimerait la SSR qu'on passe en 2 temps, en 5e et en 3e. Ainsi, tous les jeunes, ils ont leur code, ceux qui le réussissent, évidemment. Deuxième chose, il faut qu'on crée une fondation de la mobilité pour qu'il y ait un mouvement associatif national d'auto-écoles privées non lucratives avec le même prix, la même qualité de formation et le même délai pour le repasser sur tout le territoire. Ça n'enlève en rien les auto-écoles privées pour les adultes et celles et ceux qui veulent le passer. Ça permettrait quoi? Ce serait financé exclusivement, donc pas par l'État évidemment, les caisses sont vides, et c'est les nôtres, mais par les sociétés de la route qui seront les grandes bénéficiaires de ça. Compagnies de péage, d'autoroutes, constructeurs automobiles, pétroliers et assureurs, à la hauteur de leur part de marché sur le territoire français, qu'elles soient françaises ou étrangères d'ailleurs. On a fait le compte, ça leur reviendrait finalement à assez peu, elles sont capables, en tout cas les grandes m'ont déjà dit qu'elles seraient capables de le faire. L'objectif, c'est d'avoir chaque année, parce qu'il y en a plein qui passeront pas ce permis, mais au moment de la journée défense et citoyenneté, l'ancienne JAPD qu'on a tous faite, avec peu d'intérêt, mais tous faits, d'avoir un passeport mobilité qu'on puisse échanger contre le forfait de 20 heures. Il y aurait 16 heures individuelles, 4 heures en collectif, pour se former au permis de conduire. Après, vous payez au même tarif vos heures supplémentaires, etc. L'objectif, c'est quoi? C'est qu'il n'y ait aucun jeune dans ce pays. C'est ça, liberté, égalité, fraternité. Parce que c'est un examen qui nous handicape si on n'a pas le permis de conduire dans bien des métiers. Ça nous permet d'avoir une vraie égalité des chances selon où on est sur le territoire et les conditions de vie qui sont les nôtres. Sur la TVA, c'est intéressant, j'aime bien en débattre, à chaque fois ça prend 10 heures, puis ça montre un petit peu aussi ce que pensent les gens. En fait, je propose de supprimer la TVA, mais pas pour la supprimer, pour le plaisir, et de ne pas la compenser, évidemment. J'ai beaucoup de défauts, mais fou, ça on me l'aurait dit, je crois déjà. Je la compense par ce que j'appelle la contribution à la croissance, la CAC, qui serait, elle, prise... Attends, je vais faire un petit peu quand même grincer des dents, il faut un petit peu essayer. Parce que je supprime aussi les charges salariales et patronales. Et moi, quand j'y vais d'un coup. Et je compense par autre chose. Je compense par une contribution à la croissance qui serait prise sur toutes les entreprises françaises et étrangères. 10% de la vente des produits, 18% de vente des services. Ça vous semble gigantesque. En vérité, ça revient à peu près à ce qu'on perd. Et on y arriverait à croissance de 3% qui serait créée tout simplement par deux choses. La première, une augmentation de la demande, parce que le prix baisse, on supprime la TVA, les charges salariales, donc le pouvoir d'achat des Français augmente. On relance la machine productive et surtout, ce n'est pas du dumping social et fiscal, on n'a pas trop le droit évidemment, mais les entreprises étrangères qui paieraient une contribution à la croissance auraient tout intérêt à mettre leur métier, notamment à forte valeur ajoutée, en France, pour plus payer de charges dessus. Et ainsi de suite, c'est la vraie logique, c'est la logique aussi de l'innovation et de l'entrepreneuriat. On est dans un pays où il y a beaucoup d'idées, qu'on se fait souvent reprendre d'ailleurs parce qu'on est incapable avec notre fiscalité de faire survivre des petites entreprises, on en est incapable. Avant même, je voyais d'ailleurs avec les jeunes entreprises tout à l'heure qui me disaient il y a plein de boîtes qui ferment parce qu'il faut 2 à 3 ans avant de sortir souvent le produit dans les nouvelles technologies. La pharmacie, c'est 8 ans. Bon, c'est vrai, c'est des grands groupes, mais quand même. Si vous avez l'idée, vous faites des levées de fonds, etc., etc. Au bout d'un moment, vous payez tellement de charges sur ces salaires d'ingénieurs que vous n'y arrivez jamais. Vous ne lancez jamais votre produit. Là, l'objectif, c'est que ce soit un peu gagnant-gagnant. Ça veut dire que c'est sur ce qu'on vend, donc sur ce qu'on profite des échanges. C'est pour payer quoi? Les routes, les écoles, etc. Qu'on payerait cette contribution à la croissance, qui reviendrait un peu à une TVA en vérité. Alors qu'aujourd'hui, ce qui se passe, c'est qu'on taxe quoi? On taxe le travail humain. Vous allez me dire, oui, mais c'est quand même plus intéressant puisqu'on finance la protection sociale. C'est vrai. Mais cela étant, ça fait qu'on est dans une société qui n'aura plus jamais de croissance. Il faut être très clair là-dessus. On n'arrivera plus à faire de croissance. On a tout. On y arrivera, comme dirait le président de la République, avec les dents. Et je ne suis pas sûr que c'est la meilleure solution.
Donc ce qu'il faut, c'est relancer une économie qui ne serait plus forcément une économie de croissance, parce que ça venait après la crise. On a eu, je vous le fais en 2 mots, mais on a eu une économie de reproduction dans un premier temps de l'humanité. Ensuite, une économie d'abondance, alors dès les croisades, et puis a fortiori à partir du 19e. Et puis, après la guerre, on s'est dit finalement, l'abondance, au bout d'un moment, ça craque justement, et ça nous emmène dans des voies très très absurdes. Et donc, il faut une économie de croissance, c'est-à-dire qui porte un projet de progrès, justement. On a bien vu aujourd'hui que ça ne marche plus vraiment parce que la globalisation a perturbé et a brouillé cette économie de croissance, et pas parce que les gens, tout simplement, ont fait du message qui était le libéralisme un mode de vie qui n'est plus celui qui peut nous permettre justement d'avancer ensemble. Et donc c'est pour ça que mon slogan c'est renaître ensemble. C'est se dire aussi, c'est pour ça qu'il faut changer la fiscalité, il faut changer les pratiques, les méthodes, la manière de s'engager, de travailler, de créer de la valeur, d'innover, de monter une boîte, de travailler. Il faut absolument passer dans une économie, moi j'appelle de confiance. C'est-à-dire où c'est avant tout l'échange qui va compter. Et donc on sera ponctionné, entre guillemets, le mot est assez moche, mais ponctionné sur ces échanges-là. Je ne vous dis pas que ça va se faire dans la minute, mais j'essaie de porter cette idée-là. Je ne la pense pas tout à fait saugrenue. En tout cas, elle fait quelques convaincus, tant mieux. Il existe un site qui a été mis en place par notamment l'économiste Thomas Piketty qui permet de tester ces propositions fiscales. Est-ce que vous l'avez fait ? Je l'ai fait sur... mais moi, le problème, c'est que je suis étudiant boursier. Alors, c'est pas avec mes 4 600 € de bourse l'année que je vais payer des impôts, mais c'est très intéressant. Alors, il appelle ça une révolution fiscale, alors qu'il touche la CSG et les revenus du travail. Mais la difficulté qu'a notamment Piketty, c'est justement de se faire entendre des partis politiques quand on est dans un parti. Vous voyez ? Parce qu'il ne sera pas repris globalement. Alors que ma démarche par rapport à Piketty, notamment sur l'économie, mais surtout d'ailleurs, c'est de les porter avec, j'espère, un peu de courage, mais en tout cas de les porter sans les simplifier. Parce que plus tu simplifies, t'es repris peut-être, oui, mais tu trahis l'idée originale qui est la tienne. Moi, j'essaye de porter, et c'est la moindre des choses quand on est jeune et qu'on essaye de voir à l'avenir, j'essaye de porter un vrai projet de société à 20, 30, 40 ans, donc de voir très loin. Et pour ça, c'est clair qu'il va falloir bousculer beaucoup de choses. Je ne suis pas en train de dire la dictature des jeunes, pas du tout. Il va falloir bousculer beaucoup de choses et revenir aussi aux valeurs de la République. Et pour cela, on devra changer. Moi, j'en suis persuadé. Alors, peut-être que j'ai tort, pourquoi pas, mais je suis persuadé que le modèle tel qu'il est va évoluer de manière drastique dans les 10 ans qui viennent. Et donc, Piketty, en effet, a une très bonne manière. J'aimerais bien le faire moi aussi pour toutes les entreprises, mais on n'a pas les moyens de le faire pour l'instant. Mais ce serait bien que les entreprises puissent tester justement ça. Et vous verriez que les seuls qui payeraient beaucoup plus, on a fait le calcul quand même chez moi, ce sont la grande distribution. Quoi qu'ils font beaucoup de revenus financiers justement et très peu de revenus de marge, mais enfin bref. Ce serait la grande distribution qui serait un petit peu perdante et les sociétés étrangères présentes en France qui font du commerce en France. Les autres seraient quasiment toutes gagnantes jusqu'à le CAC 40. Quoi. D'accord. Alors il y a aussi quelque chose qui nous a un peu interpellé dans votre programme, surtout dans vos rapports sur votre politique économique et sociale finalement. C'est le fait d'avoir une croissance moyenne de 5% sur les 5 années à venir. C'est vraiment très optimiste, vous ne pensez pas ? C'est très optimiste, mais en même temps, si on réfléchit bien. Dans ce pays, on a 800 000 emplois qui ne sont pas pourvus. Eh oui. Dans ce pays, on a une jeunesse extrêmement formée qui part. C'est quand même l'arrière-petit-fils d'Arméniens venu en France qui délire quand il voit ce mot. Tous les jours, je lis « exil volontaire ». Je ne comprends pas le lien. Exil volontaire. On est dans un pays, on a une éducation, on a nos familles qui sont là. Moi, en tout cas, j'ai envie de m'engager toute ma vie ici. Ça ne veut pas dire que je ne voyagerai pas, mais c'est mon pays, c'est mes racines. Et je vois des jeunes, notamment, c'est bien ça qui est inquiétant, les plus brillants, les plus motivés, les plus compétents, les plus ambitieux, qui s'exilent. C'est incroyable. C'est bien qu'il y a quand même du travail, qu'il y a de la richesse humaine dans ce pays. Elle va ailleurs, mais il y en a. Et puis, il y a ce problème de fiscalité. Moi, j'en vois des chefs d'entreprise, j'en vois tous les jours. Ils me disent, aujourd'hui, c'est en dernier recours que j'embauche quelqu'un. Parce que je sais que ça va tellement me coûter, je dois tellement être dans une certitude de la commande pour embaucher, que j'y arriverai jamais. C'est plutôt l'inverse. Il faudrait avoir envie d'embaucher dès qu'on a quelque chose à faire. Et si ça ne marche pas, au bout d'un moment, je ne suis pas en train de dire que c'est ultra-libéral et qu'on vire tout le monde du jour au lendemain. Ce n'est pas ce que je dis. Ce que je dis, c'est que la fiscalité doit être beaucoup plus souple et être, entre guillemets, axée sur la réussite du projet, tout en n'étant pas axée sur la réussite de l'entrepreneur, c'est-à-dire de son modèle économique. C'est pour ça que je ne taxe pas seulement les bénéfices, mais je taxe surtout, pas forcément le chiffre d'affaires, mais le produit des ventes. Ça, c'est pour moi plus sensé. Après, c'est au chef d'entreprise d'avoir un projet économique, vous êtes là pour ça aussi, qui soit viable pour lui. Et je crois aussi, pardon de revenir là-dessus, mais pourquoi on fait 5% de croissance aussi ?
Parce qu'il y a beaucoup de boîtes dans ce pays qui perdent de l'argent et qui continuent. Il faut absolument qu'on tourne une grande partie de notre économie. On est à 2,5% d'économie sociale et solidaire, comme on dit. Mais qu'on soit à 15%, mes amis. Pourquoi? Mais parce qu'il y a plein de... L'hôpital, par exemple, désolé de le dire, mais l'hôpital, l'éducation populaire, etc. Il y a énormément de secteurs dans ce pays, le soutien scolaire, moi je pense que ça devrait l'être aussi, qui doivent être des entreprises sociales et solidaires. Donc le principe en 2 mots, il n'y a pas de bénéfice, pas de dividende, tout ce qui est bénéfice est reversé dans l'entreprise s'il y en a, pour réinjecter à la fois dans le social, donc dans ceux qui y travaillent. Je pense au SCOP par exemple, j'ai visité il y a un petit moment déjà les chèques déjeuner. C'est génial cette entreprise. Les salariés décident le salaire du patron. C'est incroyable. Et un tas d'autres choses. Donc je crois que cette gestion des entreprises, à la fois par le personnel, mais aussi par les acteurs autour de l'entreprise, doit permettre d'arriver rapidement à cette croissance, aussi parce qu'on va arrêter d'être mauvais dans notre balance commerciale. Vous êtes des bons exemples. J'ai cru comprendre que l'année prochaine ou dans 2 ans, vous partiriez à l'étranger. Soyez nos ambassadeurs, quoi. On a un pays incroyable qui produit les meilleurs produits, allez, je suis un peu chauvin, mais les meilleurs produits du monde, et on est à la ramasse dans notre balance commerciale, alors que les Allemands, qui ont juste la boîte outils quand même, pas que, mais en grande partie, exportent à gogo. Je pense qu'on peut inverser cette balance et que ça peut nous permettre, notamment par ces choix fiscaux, mais pas seulement d'ailleurs, par la formation de nos jeunes, nous permettre d'arriver très rapidement à ces 5% de croissance qu'on ne fera pas pendant 50 ans, évidemment, mais pendant cet électrochoc que sera cette réforme économique, fiscale, sociale, parce qu'il y a une politique sociale derrière, évidemment, et qui nous permettra pendant 4 à 5 ans de se tourner là-dessus, et on en parlera peut-être tout à l'heure, de désendetter ce pays. On n'a toujours pas payé un centime de la dette, c'est que les intérêts qu'on paye, ça nous coûte plus que l'éducation nationale. Alors au lieu de faire des débats qui sont évidemment très intéressants sur l'éducation nationale, qui nous expliquent très concrètement, les candidats, comment on rembourse la dette, parce que la dette, bon, elle est dans nos poches, hein, c'est votre cravate, ma montre, évidemment. Mais on devra bien un jour la payer. Et ce sera nous et nos enfants qui la payeront, parce qu'on reporte sans cesse. Donc moi, je propose par exemple, avec une taxation qui fait polémique aussi, mais enfin, il faut bien de temps en temps mettre les pieds dans le plat, de rembourser en 10 ans toute la dette publique pour que nos enfants n'aient pas à partir avec déjà un cadavre dans le placard. Pardon d'interrompre Adrien, mais c'est un peu en contradiction avec l'objectif de 5% de croissance. Non, pas du tout, parce que justement, ce ne serait pas financé par la croissance qui, elle, financerait une politique à la fois sociale et puis d'investissement dans l'avenir de notre pays. Ce serait financé par ce que j'appelle la taxe Robin des Bois. Cette taxe, elle est assez claire et en même temps, on aimerait tellement la compliquer. Enfin, ceux qui sont contre moi en politique aimeraient tellement la compliquer. Les grandes banques et les grands individus, je dirais, ont un monopole de l'information économique. Donc, spéculent, ça n'a aucun intérêt économique, aucun, ça ne crée aucun emploi, ça ne sert à rien. Parfois même, c'est avec des ordinateurs. On m'a expliqué que la bourse de Paris, en fait, c'est des ordinateurs qui étaient à Londres, à New York, etc., pour être plus près de l'information et pour gagner des microsecondes qui vont leur permettre dans l'arbitrage de gagner de l'argent sur ce qu'ils appellent le trading haute fréquence. Moi qui pense que l'argent doit servir aux PME, doit servir à la création de nouveaux emplois, à la recherche, à l'innovation, à la santé, à l'éducation, je vous laisse imaginer l'injustice devant ce genre de sujet. Bah, chassons-les du temple, qu'ils aillent le faire ailleurs. C'est pas grave, ça nous rapporte quoi au final? Ils ne payent même pas les impôts ici, ils sont dans les îles Caïmans. Et je parle de banques françaises là, hein, et les autres. Résultat, je propose de taxer, je sais que c'est mal vu, mais de taxer tous les engagements spéculatifs. Donc les actions obligations qu'on revend avant 1 mois. Vous n'allez pas me dire que c'est pour investir dans la stratégie de la boîte quand même, et pour gagner des dividendes quand même. Soyons sérieux. On taxerait à 7% du prix de vente, ce qui est énorme. Et à 5% tout ce qui est avant la clôture de l'exercice, avant 1 an. Ben vous vous rendez compte que la première année, on fait 600 milliards avec ça. C'est plus que la TVA, vous voyez, par exemple. Mais ça n'irait pas dans le financement, ça irait que dans le financement de la dette. Et puis c'est dégressif, parce qu'il y aura de moins en moins ce genre de pratique dans ce pays. Ça paierait 2 choses. Puis il y aurait déjà un ministre chargé du désendettement, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, c'est inadmissible. On doit, je crois, avoir un ministre qui soit nommé sur 10 ans, donc qui ne dépende pas du tout du gouvernement, mais qui dépend du Parlement. Tous les trimestres, il va rendre des comptes au Parlement. Il ne peut pas être révoqué, donc s'il y a une alternance droite-gauche, c'est le même. C'est un technicien. Cet homme-là aura une responsabilité totale sur la Caisse des dépôts, etc., mais surtout sur ce que j'appelle la plateforme collaborative. Bon, les gens l'appellent déjà dans la journaux la bourse des PME, s'ils veulent. Ça permettrait quoi? N'importe qui, vous, moi, vos parents, mes parents, n'importe qui, va dans un guichet unique dans les grandes villes ou dans les intercommunalités et dit voilà, moi j'ai tel profil, je veux gagner un peu, beaucoup, pas beaucoup, j'ai tant d'argent à donner, et on les place dans une entreprise, si possible régionale ou pas forcément, qui lui permettra de devenir un actionnaire d'une entreprise. Personne n'a l'information économique dans ce pays, à part les initiés évidemment. Vous en faites partie d'ailleurs, c'est pas une insulte, c'est votre job, mais faites-le bien, quoi. Faites-le de manière à ce que ce soit très utile pour vous et pour les autres. Et donc,
ça financera cette plateforme collaborative, et d'un autre côté, ça financera le remboursement de la dette, parce qu'il faut qu'à un moment donné, on ait une taxe sur celles et ceux qui en sont en partie un peu les responsables quand même. Hein. Puis nous, on en est responsables aussi parce qu'on vit à crédit. Mais bon, une taxe qui irait exclusivement à cela, sinon on n'arrivera jamais, parce qu'on a un déficit public chaque année, on n'arrivera jamais. On ne fera que le creuser et payer seulement les intérêts. C'est irresponsable de leur part. Oui, encore un commentaire, mais cette mesure, elle est envisagée, c'est ce qu'on appelle la taxe Tobin, enfin, elle prendrait une autre forme avec vous. Mais le problème, c'est le déplacement juridique des transactions. C'est-à-dire que ces mêmes banques que vous dénoncez pourraient très bien aller dans des endroits qui ne respectent pas cette réglementation. Mais elles le feront, mais je compte bien qu'elles le fassent. Seulement, elles ne le feront pas la première année, elles auront des grosses difficultés à le faire de suite. Parce que n'oubliez jamais qu'aujourd'hui, on n'est toujours pas séparés. D'ailleurs, je suis assez mitigé sur cette question. Séparer les banques de dépôt et les banques... entre guillemets, d'affaires, comme on dit. Leurs activités ne sont pas séparées. Alors évidemment, je ne suis pas bébête non plus, hein. Je sais bien que la Société Générale, BNP, Positenne, mais il y en a d'autres, ont des filiales dans le monde entier. Cela étant, je pense qu'on sera extrêmement méticuleux et qu'elles ont une responsabilité sociale immense. Vous imaginez le nombre de salariés de la Société Générale dans ce pays? C'est comme quand je vois ceux qui disent on va se délocaliser, on va partir ailleurs. Et d'accord. Et vous les formez où, vos jeunes? Vous les formez quand même ici, à Audencia et ailleurs. Je pense quand même qu'elles ont une responsabilité importante et qu'elles réduiront drastiquement, en effet, ces méthodes-là, parce qu'aujourd'hui, je crois que d'elles-mêmes, elles ont compris que ça n'était pas l'avenir de la finance, et que quand elles voudront le faire, elles le feront ailleurs. Et bien tant pis. De toute manière, ça ne sert pas l'économie. On touche quoi là-dessus? Peanuts. Donc, je préfère que l'argent qui circule dans notre pays soit tourné justement sur le financement des PME, des entrepreneurs, sur le financement aussi des grandes entreprises qui ont besoin de réindustrialiser, qui ont besoin de faire de la recherche et du développement, et d'accompagner leur développement jusqu'à la commercialisation, et donc jusque finalement, je dirais, cette économie de confiance qui, là aussi, va nous concerner, nous les jeunes, qui sommes des consommateurs très différents de nos aînés. Je me permets de réorienter cette discussion vers le thème qu'est-ce que s'engager aujourd'hui. Donc, dans l'engagement, disons, le plus bas échelon de l'engagement aujourd'hui, c'est le vote, tout simplement. Je voulais savoir ce que vous pensiez. Il y a un débat qui circule en France à propos du vote obligatoire. Maxime Werner, qu'est-ce que vous pensez de cette idée, de cette mesure? Encore une fois, c'est comme exil volontaire. Vote obligatoire, pour moi, c'est inconcevable. Cela étant, tu disais à l'instant, le premier geste, c'est le vote. Et même ce geste-là, il est de moins en moins courant. Vous savez, des gens qui votent à chaque élection, il y a moins de 50% des Français qui votent à chaque élection. J'en fais partie une fois ou deux, j'ai failli. Mais pour des raisons techniques, mais je vote à chaque élection, et je suis jeune. Et j'espère que vous êtes nombreux dans la salle. Mais on est minoritaire dans ce pays. La plupart des Français votent quand ils ont soit un intérêt propre sur une élection, souvent la présidentielle ou la municipale, ou soit pour sanctionner quelqu'un. Jamais pour adhérer à quelqu'un. Donc il y a aussi une question d'offre politique. Il faut un renouvellement de la classe politique. Il faut un renouvellement de la représentation nationale. Il faut un renouvellement des pratiques politiques. Tu parlais tout à l'heure de communication politique, tout ça. Alors moi, bon, je suis étudiant en communication, mais je suis plutôt l'anti-communicant par excellence. Parce que pour moi, c'est pas ça la politique. On s'en fiche de ça. Aujourd'hui, pour moi, la politique, c'est de porter des idées. Et j'attends des grands candidats qui délaissent un petit peu la forme pour s'attaquer au fond. Parce qu'ils ne le font plus, alors qu'on est dans une période pour eux qui est magnifique. Pour un homme politique, c'est passionnant, une sortie de crise. Enfin, j'espère qu'on est en sortie de crise, mais on commence à y arriver quand même petit à petit. Parce qu'on va aller vers une nouvelle redistribution, vers une nouvelle économie, vers une nouvelle manière d'être un citoyen. Et là, on en vient à ta question. Le vote obligatoire, ce n'est pas une manière d'être un citoyen. On n'a pas à te forcer à aller voter. Il y a plein d'idées. Moi, l'autre jour, on m'a soumis une idée, c'est de mettre entre 1 et 10 tous les candidats. Et celui qui a la meilleure moyenne, et c'est un peu complexe, hein. C'est intéressant, c'est drôle comme idée. Un jour, on aura le vote électronique, on aura plein de choses. Ce que je crois, c'est qu'il faut aussi que les gens se prennent en main, évidemment, et comprennent que le vote, c'est leur seule manière, quel que soit leur niveau social, quel que soit leur métier, quelles que soient leurs conditions, de pouvoir s'exprimer sans que ça leur en coûte. Alors, je crois qu'il y aura un retour au vote très, très important, je l'espère en tout cas, dans les prochaines années. Et puis surtout, il y a une manière de voter qui n'est plus un vote. Alors, on parle de prendre en compte le vote blanc, évidemment que j'y suis favorable. On parle de mettre une dose de proportionnelle, évidemment que j'y suis favorable. L'éligibilité, évidemment que j'y étais favorable. Ce qu'il faudrait aussi, je crois, c'est considérer davantage l'engagement, justement, c'est pour ça que cette conférence est intéressante, bien sûr, à plus d'un titre, l'engagement de nos jeunes qui ne se valide pas forcément dans les urnes. On verra bien combien je ferai dans les urnes, mais au-delà de combien je fais. C'est la qualité, l'intérêt de cet engagement qui doit être pris en compte aussi.
Et c'est ça qui m'inquiète de plus en plus. J'ai l'impression, j'en parlais tout à l'heure avec la journaliste de l'AFP qui est par ici, que de moins en moins, on met en avant les initiatives solidaires, c'est un mot, mais en tout cas les initiatives indépendantes et qui, je crois, améliorent le quotidien et l'avenir de nos jeunes et de nos citoyens. Il faut absolument que nous, on le fasse parce qu'on a les moyens de le faire, on a des moyens d'information incroyables. Il faut qu'on se fasse les porte-voix, justement, de ces initiatives et qu'on n'ait pas un esprit de critique, parce que ça ne sert à rien dans le monde dans lequel on est, qu'on ait un esprit critique, en revanche, qui nous permette justement, au-delà de notre vote, de devenir des citoyens qui ne rejetons pas les initiatives innovantes, intéressantes, généreuses, mais qui en faisons une part essentielle de la réussite dans ce pays. Donc il n'y a pas que le vote, il y a aussi ce qu'on fait tous les jours. Et quand je vois des jeunes qui ne votent jamais, mais qui s'engagent dans le sport, la culture, dans les assos, c'est une manière aussi de voter, je crois. Et vous avez parlé d'engagement aussi réciproque, donc vous vous êtes engagé, mais en même temps il faut que les jeunes s'engagent aussi. Mais est-ce que vous pensez que l'engagement des jeunes va marcher notamment dans les résidences intergénérationnelles que vous proposez ou d'autres mesures qui visent justement à unifier en fait toute la population autour, comme vous l'avez dit dans le titre de votre ouvrage, des jeunesses en fait, des jeunesses de la France? Et puis autour, je le disais tout à l'heure, de la générosité envers l'avenir, du don de soi, autour de cette notion que être français, c'est de la chance. Vous savez, tout le monde dit on est fier d'être français, on ne sait pas pourquoi, mais ils disent tous ça. Mais expliquons aux Français, à tous les Français, à celles et ceux qui veulent le devenir d'ailleurs, c'est une chance d'être français. On a de la chance. Moi, je suis fier à chaque fois que je vais dans un pays d'être français, et tout le monde est très content d'ailleurs. Je suis fier parce que je me dis, voilà, je porte un petit peu en moi une partie d'un pays qui a toujours résisté à se rabaisser. Parfois, ils étaient minoritaires, ceux qui résistaient, c'est vrai. Mais ils ont toujours gagné au final. La preuve, on est là. Et en plus, on est dans la salle de l'édit de Nantes. C'est pour ça que c'est intéressant. Évidemment. Ce qui me concerne dans cette question encore plus, c'est de se dire, est-ce que les jeunes auront l'envie de s'engager? C'est plus une envie, c'est une nécessité, moi je dis. Et à un moment donné, on comprend bien que seul, on n'y arrive pas. On voit bien qu'on n'est pas entendu. Même nos contre-cultures, qui sont les cultures jeunes en vérité, sont tellement intégrées maintenant à la culture dominante qu'on n'a même plus le droit à nos contre-cultures, en fait, dans le fond. Donc il faut absolument qu'on reprenne le lead, comme on dit dans les écoles de commerce un peu. Ouais, je prends un peu le langage, c'est bien, c'est managérial, les Français aiment ça. Il faut prendre le lead sur cette volonté qui est celle de la jeunesse, et surtout sur les énergies, parce que sinon, qu'est-ce qui va se passer? Les énergies de la France seront celles et ceux de gens de 40 ans, qui ont les leurs et qui sont très intéressantes, mais donc qui vont aller jusqu'à 60 ans et transmettre à ceux de 40 ans. 40, 60, 40, 60. Je fais un débat bientôt avec la Chambre des CCI. Il est très hard, hein, le thème. C'est 19 contre 59. Celles et ceux qui veulent rentrer, celles et ceux qui vont sortir. Incroyable. Eh bien, aujourd'hui, cette solidarité entre les générations, elle est essentielle parce que seul un jeune ne peut plus poursuivre ses études. Seul un jeune ne peut pas arriver à trouver un emploi. Seul un jeune a beaucoup de difficultés à s'installer sentimentalement, dans un territoire, etc. Donc on a besoin aussi de ce... Comment dire? C'est pas une question seulement de valeur, c'est pas seulement ça. On a besoin de ce lien entre les générations pour être resitué dans le temps et dans l'espace. Parce qu'une des difficultés qu'on a, c'est toujours l'immédiateté et puis cette espèce d'ubiquité qu'on a envie. On veut être partout, on veut être là tout le temps. On a l'impression que plus rien n'existe, tout existe. Un peu warholien, quoi, cette société. Ça a du bon, Warhol. Mais en même temps, c'est un travers total dans l'économie de confiance que j'appelle de mes voeux. Il faut aussi qu'on ait vocation. L'autre jour, je voyais un documentaire sur Bernard Arnault. On lui disait, mais vous êtes un peu le Steve Jobs français. Je dis, non, pas du tout. Le Steve Jobs, il fait des Apple, etc. Mais dans 5 ans, ses produits seront différents. Puis un jour, je sais pas, ce sera peut-être une agence immobilière, Apple, on n'en sait rien. Il disait, moi, dans un siècle, on boira toujours du Dom Pérignon, etc. Et on mettra toujours des sacs Vuitton. Ce qui est vrai. Voilà l'entrepreneur français, voilà l'esprit français, voilà aussi ce que les jeunes et les Français en général doivent viser. C'est la continuation et le développement et, entre guillemets, j'ai envie de dire la valeur d'exemple d'un modèle. Le modèle qui dit chacune et chacun peut prendre la place qu'il veut dans la société. Je suis allé dans quelques pays, j'ai eu cette chance-là. J'ai vu qu'on est un des rares pays au monde où c'est possible. Dans certains pays, à votre nom de famille, on sait, vous êtes situé, vous ne pouvez plus bouger. Dans ces pays, on a des formations de grande qualité qui restent accessibles, par plein de moyens évidemment, mais qui restent accessibles à tous les Français, à toutes les Françaises. Il faut en profiter et parfois ça demande de prendre un chemin qui n'est pas un raccourci, c'est vrai. Eh bien, faisons l'effort, on y arrivera. Donc je le dis, la question c'est pas est-ce qu'ils sont prêts ou pas, c'est une nécessité et c'est une urgence.
Je me permets de commenter ce que vous dites, que je trouve un petit peu utopiste peut-être, notamment quand vous parlez du lien intergénérationnel. Si on prend l'exemple de l'entreprise, par exemple, vous dites il faut créer des solidarités entre les jeunes, enfin, par exemple entre 19 et 59 ans, mais il faut bien concevoir que dans une entreprise, par exemple, ces gens-là sont en concurrence directe. C'est-à-dire que pourquoi les stagiaires sont dans des conditions précaires, pourquoi les jeunes qui ont entre 20 et 30 ans sont dans des conditions précaires quand ils rentrent en entreprise, c'est justement parce qu'ils sont en concurrence directe avec des gens qui ont plus d'expérience, qui sont plus âgés. Et donc comment concrètement on crée un lien à partir de ces situations de fait? Alors je vais parler dans l'entreprise, si Oui, vous par voulez exemple, bien. par exemple. Dans le logement, Bah, je crois c'est- qu'on a c'est compris, l'endroit, mais dans l'entreprise, on a une vraie difficulté, notamment avec François Hollande, qui dit il faut faire le contrat de génération à partir du moment où on rentre dans l'entreprise, dans un contrat durable. Mais d'accord, François Hollande, mais si on a déjà 28 ans, qu'on s'est tapé 5 ans de précarité, des stages, des écoles et tout, il faut encore avoir un tonton sur le dos, etc. Non, je crois que c'est pas raisonnable, c'est pas sérieux. En revanche, on le propose, puis on le propose depuis très longtemps. Il faut qu'il y ait un vrai tutorat, mais de nos apprentis. C'est intéressant d'ailleurs ce qu'on dit là en ce moment, qu'il faut de plus en plus d'apprentis. Tout le monde est d'accord là-dessus. Évidemment, il faut de plus en plus d'apprentis. Il faut qu'ils aient les moyens aussi d'être de vrais apprentis. C'est-à-dire d'apprendre un métier, une compétence, une expérience, de s'intégrer dans une entreprise avec les valeurs, la culture de cette entreprise-là. C'est impossible quand vous êtes un travailleur, déjà entre guillemets, donc on te met en concurrence avec tes aînés. En revanche, je crois que les dernières années de la vie professionnelle doivent aussi être tournées vers la transmission, parce qu'on n'est plus, entre guillemets, les machines de guerre dont veulent de nous beaucoup d'entreprises à cet âge-là, et c'est pas pour autant qu'on doit être mis de côté, parce qu'on a beaucoup de choses à transmettre. Et la richesse de nos entreprises, regardez quand même dans le monde entier. Vous avez imaginé que Facebook, c'est un exemple, Facebook a une capitalisation boursière, enfin bientôt en tout cas, supérieure à Hewlett Packard, etc., alors que leur chiffre d'affaires, il est ridicule à côté de ces grandes entreprises-là. Quelle est leur valeur? La culture de leur entreprise. Tout simplement. L'amour qu'ont les Facebookiens, on dit, ou je ne sais pas comment on appelle ça, qui travaillent chez eux. Pour Google, c'est la même chose. J'ai envie de dire, ils se feraient passer dessus pour travailler dans cette boîte. C'est incroyable, ça. Et quand je vois des patrons du CAC 40, ça m'arrive, ils me disent, mais Maxime, pourquoi les jeunes là, des grandes écoles, ils veulent jamais venir chez moi? Ils veulent tous aller chez Microsoft, Google, il n'y a que LVMH qui s'en tire un peu, ou les sociétés d'ingénierie, etc. Je leur dis, en partie pour ça. Vous ne misez pas ça sur ce qu'on appelle l'image employeur, mais à vrai dire, la culture de l'entreprise et sa transmission. Vous mettez les uns les autres en concurrence, toujours. L'un va prendre la place de l'autre, etc. À certains âges, oui, d'accord, parce qu'on est en concurrence directe pour les postes, pour les missions, pour les fonctions, pour les responsabilités. Mais quand on est jeune dans l'entreprise, on n'a pas vocation à aller driver, justement, quelqu'un qui a 30 ans d'expérience. Il faut aussi remettre les choses à leur place. Moi, quand je vois des jeunes qui sortent des grandes écoles, c'est pas votre cas ici, je vous sens différent, mais... Non, mais... J'en vois dans certaines écoles, ils appellent comment ça, les parisiennes ou je sais plus quoi. Dans certaines écoles, ils sortent avec une certaine arrogance, qui montre d'ailleurs un certain manque d'estime de soi, alors que c'est ce qu'on devrait apprendre aussi dans une école. Ils se disent, voilà, je sors, je suis cadre, et maintenant je vais diriger une équipe. Mais ils ne comprennent pas que les gens qui parfois ils vont diriger ou encadrer sont des pères de famille, sont des gens qui parfois ont 20 ans de boutique, et qui ont une culture de l'entreprise. Donc on a chacun à apprendre. C'est aussi ça la société, ce que j'appelle horizontale. Toi tu me parles dans un sens qui est vertical. Voilà, on grimpe dans une entreprise. Ça n'existe plus, ça. Vous savez, moi je vois plein de chefs d'entreprise, ils ont 25 ans, ils ont des salariés de 50 ans, et ils apprennent de leurs salariés, tous les jours. Et ils sont très contents d'ailleurs. Donc on est dans une société beaucoup plus horizontale, où l'individu va prendre une place de plus en plus importante. L'individu avec son expérience, ses qualités, sa vie. Donc je pense que, en effet, tu as raison, aujourd'hui, on essaye de mettre en concurrence, on essaie même de créer une guerre des âges, parce que nous, on est incapable d'acheter un bien immobilier. Je vois ma banquière il n'y a pas très longtemps, je lui dis bonjour madame, dans un an je gagnerai à peu près de temps et tout, combien vous me prêtez? Elle me dit 180 000 euros. Elle me dit c'est bien, hein, c'est parce que c'est vous. Hein. Je dis mais madame, d'accord, mais j'achète quoi avec ça? Elle me dit monsieur Werner, vous n'avez pas compris? Tout le monde se marie pour acheter. Tout seul on n'achète rien, c'est impossible. Je dis ah d'accord, je ne savais pas, etc. Donc on est dans une société où en effet, tout est fait pour nous pousser à s'engager justement pour être stable. Alors que l'engagement, aujourd'hui, dans l'entreprise, en tout cas, il doit être dans le partage. C'est pas, encore une fois, qu'on s'entende bien, c'est pas marxiste-léniniste, hein, ce que je vous dis. Mais il doit être dans le partage des compétences, notamment de ce que vous avez appris ici, d'ailleurs, et dans le partage d'un projet d'entreprise. Voilà ce que c'est un grand patron, pour moi. Il y en a peut-être dans la salle, des futurs. Un grand patron, c'est quelqu'un qui donne une direction, qui a un projet d'entreprise, une vision pour son entreprise, et qui a la capacité à se faire suivre par parfois des centaines de milliers de salariés. On a du mal, aujourd'hui, à les voir, il y en a quelques-uns, Dieu merci,
Je donne l'exemple, par exemple, de Xavier Fontanet, qui est chez Essilor. C'est un leader mondial, c'est une énorme entreprise, Essilor. On ne connaît pas trop. Mais c'est une entreprise incroyable qui fait les lunettes de verre. C'est un homme qui a une vision de l'entreprise, de son métier, de l'éthique et de la responsabilité incroyable. C'est un patron pour lequel on aimerait travailler, vous voyez. Eh bien, pardon, je crois que dans les entreprises, ça commence en haut, vous voyez. On me dit souvent, je suis désolé d'être un peu long sur la réponse, mais c'est intéressant, on me dit souvent, le problème c'est le middle management, tu comprends, bah, notamment les gens comme vous d'ailleurs, vous allez y être très bientôt au middle management, ils font le harcèlement sexuel, ils font la pression, ils font... Pas tous, Dieu merci, mais il paraît qu'il y en a beaucoup. Oui, c'est vrai. Il y a un middle management en France qui a une difficulté, c'est que c'est ceux qui prennent tout le stress et qui le transmettent en bas. Un jour, mon grand frère, qui est chef de rayon à Carrefour, m'a dit « Tu sais, mon métier, c'est quoi ? C'est de prendre la pression qui vient d'en haut pour l'atténuer sur les gens qui gagnent 1 000 € par mois, quoi, qui se crèvent le matin, tout ça. » J'ai trouvé ça très intelligemment dit. Eh bien, le middle management, en gros, pour moi, c'est ça. On a une capacité, on manque de capacité à le faire parce qu'aussi le top management n'arrive pas à vendre, entre guillemets, un projet d'entreprise très fort, une image de l'entreprise. Et donc, je réponds à ça par 2 choses. La première, c'est la responsabilité sociale de l'entreprise. Aujourd'hui, je suis sûr que vous apprenez ça dans tous vos cours. C'est la notion culturelle, d'ailleurs, le projet culturel des entreprises, et interculturel, bien sûr. Une entreprise a vocation à devenir mondiale aujourd'hui parce que le marché français est assez petit, en fait. Si on veut vivre et survivre dans un environnement très concurrentiel, pour être mondial, c'est simple. Il faut une particularité. Cette particularité, elle doit s'attacher sur ses valeurs, sur son territoire, sur la France. Et donc, dans les entreprises, le lien entre les générations doit être un des facteurs de reconnaissance, entre guillemets, de distinction d'une entreprise responsable et d'une entreprise, ayons pas peur des mots, française dans la concurrence internationale. Plus de questions sur le. En tout cas, je vous félicite pour la qualité des questions parce que c'est vrai que ça fait toujours plaisir d'avoir des gens qui ont lu, qui se sont intéressés aux questions. Donc merci beaucoup. Merci. Donc on va passer aux questions de la salle. Alors comme d'habitude, on va faire circuler des micros et il suffit de se manifester. Alors on a une première question à côté de Pierre-Baptiste. Alors tu es boursier, j'imagine que tu as des APL aussi, tu profites donc d'un système, enfin nous profitons tous d'un système qui est fait pour ça. Mais en supprimant la TVA, en supprimant donc les charges sociales et patronales, tu refonds ce système, tu le changes complètement. Et donc le jeune qui aura 20 ans, dans 20 ans, comment il fera sans bourse, sans APL, sans tout ce qui... Je ne supprime pas la bourse et l'APL. Il faut savoir que chacune de mes mesures dans le manifeste, j'explique absolument comment on le finance. Tout est financé et finançable. Je ne creuse pas, bien au contraire d'ailleurs, le déficit de notre pays, parce que je comprends bien que c'est ma poche, le déficit de mon pays, c'est la tienne. D'un autre côté, je vais plus loin que ça. Si on veut continuer à avoir justement ce système dont je suis le premier, mais enfin je ne suis pas un profiteur. Hein. Non, mais je sais bien, mais c'est pour préciser. Je suis un élève. Cette année, tout le monde me disait, mais pourquoi tu vas à l'école, Maxime ? T'as pas d'autre... Évidemment que j'avais d'autres choses à faire. Mais pour moi, c'est essentiel de terminer ce qu'on commence. La France investit sur moi, il faut avoir aussi ce rapport-là à son pays. La France a investi beaucoup sur nous quand même. On a une génération, entre guillemets, chérie par la République, par l'école de la République. Un peu moins que ceux d'avant, mais quand même beaucoup. Et donc j'ai cette envie de rendre aussi ce qu'on m'a donné. Alors, si on veut continuer à avoir ce système de protection sociale et puis aussi de répartition, d'égalité des chances, oui, en effet, je crois qu'à un moment donné, il va falloir changer. Si on a peur de changer, et c'est un peu ce qui se passe en France d'ailleurs, c'est pour ça qu'on a ces intentions de vote, ces votes-là, etc. Si on a peur de changer, les autres n'auront pas peur. Les Indiens, les Chinois, les Turcs, les Brésiliens, ils n'ont pas peur de changer, ils sont dans le changement permanent. Eh bien, ils vont nous bouffer. Ça ne veut pas dire qu'on peut pas... Je ne suis pas contre qu'ils se développent, évidemment. Ce que je dis, c'est qu'on doit conserver notre position d'élément central de l'Europe et aussi de vision de l'Europe. L'autre jour, je réécoutais un discours de Séguin à l'Assemblée nationale. Je me disais, mais attendez, si cet homme-là était encore parmi nous, il fallait qu'il se présente à l'élection présidentielle et gagner tout de suite. Hein. La France pense ça aujourd'hui. Il y a 20 ans, il lui crachait dessus presque. Hein. Aujourd'hui, ils pensent ça, les Français. Donc, parfois, on a un peu un temps d'avance. Je ne dis pas forcément que c'est mon cas, mais c'est évident que parmi tous les discours publics qu'on a, il y en a au moins un ou deux qui ont raison, j'espère. Trouvons-les, mais trouvons-les très vite. Et mettons en place les solutions qui doivent être les bonnes, parce que ce n'est pas une politique un peu de colmatage, là, des brèches, qui va faire qu'on va arriver à résoudre le problème de ce pays, qui est avant tout un déficit énorme, qui nous handicape, qui fait qu'on ne peut pas faire grand-chose, et de l'autre côté, une ouverture subie, alors que l'ouverture, elle doit être choisie et bénéfique pour ce pays.
je fais souvent des débats. Alors, l'autre jour, je faisais un débat avec le petit jeune du FN et des autres partis, etc. Il parlait d'immigration, par exemple. Je vais parler du thème 2 minutes, mais il parlait d'immigration, par exemple, comme si on parlait du chômage ou de thèmes tout à fait techniques, entre guillemets, mais humains aussi. Mais vous imaginez, quand même, on est dans un pays, c'est incroyable, où il y a des gens dans le monde entier qui disent « Moi, si je devais habiter dans un autre pays, on est le pays préféré dans le monde entier. » C'est incroyable, ça. Le plus visité, mais aussi préféré. Quand on leur dit « Dans quel pays vous aimeriez habiter si ce n'était pas le vôtre ?» La France. Tout de suite. On arrive premier. C'est incroyable. Je crois que on ne vient jamais en France par hasard. Ça pourrait être une pub, ça, non? Ça existe, je crois. Ça pourrait être un slogan à la présidentielle. C'est un slogan à la présidentielle. Très bien. On ne votera pas pour moi par hasard, mais on ne vient jamais en France par hasard parce que je crois qu'on est un pays qui arrivons à faire résonner ce qu'on est vraiment. Et je crois qu'en effet, cette solidarité, il y a peu de gens... Enfin, on est assez saint-simonien, en fait, dans ce pays. Je connais personne dans ce pays qui va me dire « Ah non, il faut supprimer toutes les bourses d'étudiants. Ah bah non, la protection sociale, il faut tout virer. » Il faudra être culotté quand même. Hein. Parce que qui dans ce pays n'a, à un moment donné de sa vie, donc ça veut dire de sa famille, de son territoire, pu en être finalement le bénéficiaire pour plus tard en être le débiteur? C'est tout à fait normal. C'est le sens de la République. Donc il y a un moment donné où je ne vois pas les choses forcément comme on peut en débattre ensemble. Et je crois que l'engagement de nos aînés sur nous, on doit en avoir pleinement conscience. On ne doit pas le mépriser, au contraire. Il ne faut pas cracher dessus. On a une génération aussi chanceuse par rapport peut-être à nos enfants. C'est quand même, on a beaucoup de difficultés, je vous dis ça, donc vous imaginez. Donc il faut aussi avoir ce rapport-là au temps et se dire, attention, en revanche, il y a urgence, c'est maintenant. Il faut prendre une décision assez rapidement. Et en tant que jeune, si j'avais un message à faire passer, un seul, il y en a un peu plus, mais un seul, je dirais, c'est votre problème, c'est le mien aussi, mais c'est le nôtre. Ce n'est pas forcément ceux des politiques que vous voyez. Et quand Sarkozy, Hollande, Villepin, tout ça, viennent ou vous les voyez quelque part, mais c'est pas plus le leur que le vôtre de problème, c'est même plutôt le nôtre plus que le leur. Ils devraient en avoir conscience, ils l'ont pas toujours. Alors mon rôle il est évidemment dans l'arène politique, mais je suis avant tout un militant associatif, vous en êtes aussi, sinon on ne serait pas ici. Je crois que il faut pas avoir peur du mot politique et de ce qu'est la politique. C'est clair qu'il faut aller dans les partis, tout ça, mais s'engager, porter des idées, les défendre ses valeurs, c'est aussi s'affirmer tel qu'on est, se respecter tel qu'on est. Et trop souvent, je vois des jeunes qui ont un peu peur de prendre position, tout ça. On va être obligé de prendre position, les amis. Parce qu'il faut aller voter, il faut prendre des décisions pour l'avenir de nos enfants. Et voilà ce que j'ai envie de dire. Ne voyons pas les uns contre les autres, etc. Voyons ce qu'il y a à voir, c'est-à-dire un pays où que vous soyez un énarque ou un étudiant boursier de l'ENA, il y en a très peu, vous avez le même avenir parce que c'est celui de nos gosses et que de toute manière, on est dans le même bateau et on va devoir se battre ensemble. Donc voilà ma réponse à ça. J'ai été et je suis encore pour quelques mois un étudiant boursier, c'est vrai. Peut-être que dans 10 ans, on n'en sait rien. Je serai, je sais pas, un chef d'entreprise, un militant associatif, un homme politique, j'en sais rien. Et que je ferai l'autre côté de la barrière. Je serai très heureux de le faire. Merci. Une autre question? En plein milieu de l'amphithéâtre. Tout à l'heure, tu as parlé du parti pirate suédois, je crois. Donc moi, je voulais savoir tout simplement qu'est-ce que tu pensais, par exemple, de la loi Adopi et du téléchargement illégal. Alors là, c'est super intéressant parce que pour une fois, ils viennent nous voir les politiques là-dessus. Parce qu'ils savent bien qu'ils y connaissent pas grand-chose. Quand, vous savez, bon, on a tous vécu ça avec beaucoup de tristesse, hein, quand ils ont coupé Mega Upload, tout ça. Il y a deux choses. La première, c'est l'accès à la culture. La seconde, c'est le commerce de la culture. C'est un peu les industries culturelles d'Adorno, tout ça. Il est parfaitement injuste, là je suis très clair là-dessus, qu'un homme, c'est-à-dire le monsieur là, Mega Upload, il s'appelait comment là, King Bees ou je sais pas quoi, Big Kids. Il est absolument injuste qu'un homme s'enrichisse sur des biens culturels qui lui sont mis à la disposition de manière illégale. C'est injuste. En revanche, qu'une plateforme, pas forcément publique d'ailleurs, soit mise en place pour que les artistes puissent mettre leurs œuvres gratuitement à disposition des internautes de manière non lucrative, c'est-à-dire sans pubs, pas de Deezer, etc. Ça me semble juste. Pourquoi? Parce qu'il y a un moment donné où les majeurs, donc les labels de musique et de culture en général, doivent arrêter de... Vous savez, ils ont beaucoup profité des artistes si on réfléchit bien dans le fond. Si vous saviez combien ils donnent à un artiste, mais je vous donne, je sais même pas le livre, j'en sais rien, j'ai pas fait le calcul, mais ils doivent te donner, je sais pas, 5%, tu vois. Ouais, en moyenne, c'est plutôt 6 ou 7%. 6 ou 7%, ouais, voilà. Donc c'est pas grand-chose. C'est pas grand-chose, parce que techniquement, vous savez bien que la culture, il y a ce qu'on appelle le underground ou je sais pas quoi. La plupart des gens qui font de la culture ne vivent pas de ça en vérité. Côté, ils font comme Kafka, ils ont un boulot, ils font quelque chose. Aujourd'hui, si on veut continuer à avoir une culture de qualité et hétéroclite et riche,
on doit diversifier les moyens de revenus de la culture. C'est-à-dire que tu te fasses connaître par exemple sur Internet sans gagner vraiment d'argent, c'est vrai, mais en même temps, pour le peu qui gagnait en vendant des disques, il faut être clair quand même, ils ne vivaient pas forcément de ça. Mais tu vas te faire connaître et donc tu auras des produits dérivés, des concerts, du spectacle vivant, participer à des pubs, se faire reprendre ta musique pour des choses commerciales, etc. Donc ils arriveront à vivre plutôt de cela, parce que vous savez que la musique, on n'a jamais écouté autant de musique de notre vie. Jamais. C'est incroyable, de partout, toute la journée vous avez de la musique. Donc, soit la musique, les films, etc. La culture est omniprésente et pour autant, il y a une mauvaise gestion de sa diffusion. Donc, soyons très clairs, rendons une forme de justice. Méga Upload, c'était injuste parce que ça donne un accès libre alors qu'ils n'en disposaient pas. Si les artistes, vous savez qu'on peut négocier à la SACEM, j'ai appris ça. Moi, l'avantage que j'ai, c'est que j'ai des jeunes de partout qui viennent me donner un coup de main sur le programme. Ça. Donc, j'ai un jeune qui est un responsable de la SACEM qui est venu me voir, qui m'a donné des idées, etc. C'était passionnant. Par exemple, il faut qu'on ait un nouvel institut statistique qui permette de savoir qui sur Internet a le plus de diffusion et en même temps de rééquilibrer ça par rapport, entre guillemets, aux cultures, on pourrait dire alternatives ou élitistes, qui ont moins de diffusion, pour que chacun s'y retrouve, que ce soit un peu comme une caisse commune. C'est-à-dire que David Guetta, par exemple, qui fait des millions de... C'est très bien David Guetta, mais il fait des millions de vues et de entendus, etc., puisse donner un peu à, je ne sais pas, moi, un artiste expérimental ou un violoniste qui débute. D'un autre côté, il faut aussi se poser la question de la création culturelle. Et là, c'est une question d'éducation. Internet, c'est aussi une question d'éducation. Vous imaginez pour nous, moi qui suis par exemple un féru de littérature, etc., je me suis fait comme ça, la philo, lire des livres, j'aimais ça. Avec Google, c'est incroyable. On retrouve tout le temps, une citation, un truc tout de suite. Mais il faut une certaine éducation, il faut savoir ce qu'on cherche. Moi, la sérendipité, j'y crois pas du tout, j'en parle un peu dans le bouquin. C'est pas une éducation pour nos gamins, c'est de leur dire ne fous rien, attends, ça va venir, t'inquiète pas, tu trouveras quelque chose. Il faut quand même les pousser à être curieux et à être guidés dans un chemin. Donc la culture sur Internet, je la fais courte, mais il y a tout sur le site, tu verras. La culture sur Internet doit, à mon avis, être tournée aussi vers la production. Moi, je crois que chacun est un peu artiste dans le fond, en fait, et a envie de créer quelque chose, de s'exprimer. La politique, c'est une forme d'art, en fait, quand on y réfléchit bien. Attention, hein, ça n'a pas vocation à être de l'art, mais c'est une manière d'expression, de transformation de quelque chose. Donc, je crois que l'activité artistique doit être, pour la plupart des cas, mais pas ceux qui veulent en faire un métier, mais déliée d'une activité professionnelle. Toi, par exemple, tu dois avoir la possibilité de mettre en avant ta production. Internet, pour ça, est incroyable, donc je pense qu'il faut mettre à la fois, pour la faire courte, une plateforme d'accès public, mais non lucrative, attention, non lucrative, de celles et ceux qui ont envie de mettre leur production photographique, iconographique, musicale, filmographique, etc. sur Internet. De l'autre côté, il faut que l'économie, entre guillemets, réelle de la culture, c'est-à-dire les expositions, l'utilisation commerciale des œuvres, le spectacle vivant, les produits dérivés, etc., soit extrêmement régulée. Et là, les majors vont avoir un vrai travail. Parce qu'en effet, elles ont vécu pendant des décennies sur cette domination-là sur l'artiste. Maintenant, c'est terminé. Il faut qu'elles trouvent les modèles économiques et ce n'est pas à moi, responsable politique, de les trouver. C'est à elles. J'ai répondu à ta question ou pas du tout? Bonjour. Bonjour. Comment, je la formulerai de cette manière. Vous voyez-vous dans 20 ans sur la scène politique encore? Et si oui, dans quelle mesure, sachant que votre discours est clairement porté sur la jeunesse et que celui-ci sera perçu comme un peu obsolète dans 20 ans? Oh, j'espère, ma chère, j'espère tellement que ce sera obsolète dans 20 ans et qu'on aura réussi tout ce qu'on a envie d'entreprendre. Mais déjà, j'en sais rien, en fait, je sais pas trop. Même si tu me dis dans 6 mois où tu seras, soit je vais monter une petite structure, déjà je vais continuer à m'engager dans mon association, sur le terrain, je vais sûrement rentrer dans ma ville, à Bron, ça m'intéresse, d'aller m'engager fortement, peut-être en politique, d'ailleurs sûrement en politique à Bron, mais je n'ai pas vocation, en tout cas pas pour l'instant, je ne me pose pas la question, à m'installer durablement dans la vie politique. Sur les questions de jeunesse, évidemment que je vais continuer à porter cette voie-là. Et en même temps, j'ai envie de te dire, même si dans 20 ans je porte cette voie-là, on me la déniera pas parce que je vois que dans les partis politiques, à 50 ans encore, on leur dit « T'es un peu jeune, hein, attends un petit peu, tu es pas assez mûr. » Je vois ça, vous savez, Manuel Valls, on a l'impression de le découvrir. Il a déjà 50 ans, ça fait 15 ans qu'on le connaît. C'est vrai, et les autres aussi. Donc le problème aussi de la politique, c'est ça. Et j'aimerais ne pas être le seul. Et je vois plein de jeunes qui me disent « Je vais aller avec toi aux législatives, je vais me présenter, ils veulent se présenter aux élections, etc. » Ils nous demandent un coup de main, pas de problème. Eh bien, j'espère qu'il y aura une génération de jeunes qui vont dire la politique, c'est une forme d'engagement aussi. L'autre jour, je voyais, vous savez, on m'interviewe souvent sur la génération Y, tout ça. On me dit, alors, il y a tous ceux qui font du digital, ça. Je dis, oui, mais enfin,
Il y a aussi des jeunes générations Y qui sont ouvriers, qui montent des boîtes d'e-commerce ou de commerce. Il y a des jeunes générations Y qui font de la politique. Vous voyez, c'est pas que des gens du digital. Il faut aussi un peu sortir de ce climat-là. Les jeunes sont très divers et j'essaye de porter aussi la voix des jeunes dans leur diversité, mais aussi de celles et ceux qui se sentent le moins entendus dans leur engagement. Je crois que c'est important. Parce que moi, quand j'étais plus jeune, si j'avais pas eu une ou deux personnes que j'avais vues ou qui m'avaient même échangé avec moi, qui m'avaient donné la chance de pouvoir porter quelque chose, je ne serais pas avec vous aujourd'hui. Je serais comme plein de gens, j'aurais fait ma petite carrière, j'aurais commencé un petit peu, j'aurais eu mes difficultés comme tout le monde, et je les aurais, t'inquiète pas, dans les mois qui viennent, parce que je connais pas beaucoup de N+1, comme on dit, qui veulent m'embaucher. Il n'y en a plus maintenant, c'est fini. Ils veulent plus travailler avec moi dans leur équipe, c'est dommage. Mais bon. Donc je verrai bien ce que je ferai, mais cela étant, la question de la jeunesse, j'ai bien peur qu'elle ne se règle pas tout de suite. Moi j'aimerais bien qu'il y ait un gros politique qui reprenne mes propositions. Et s'il y en a un qui le fait, mais j'irai avec lui. Et je ferai mes propositions avec lui. Hormis une blonde qu'on a vue tout à l'heure, elle était assez mignonne, alors jeune. Mal vieillie, mais elle était assez mignonne jeune. Mais je suis pas sectaire. C'est-à-dire que mon objectif, c'est vraiment qu'il y ait une politique publique de la jeunesse, de l'intergénérationnel. S'il y en a une qui se met en place, je l'aiderai d'une manière autonome, mais je l'aiderai. Bonsoir. Bonsoir. Vous avez parlé de 2-3 pépites qui existeraient sur la scène politique. Personnellement, vous voterez pour qui à l'élection présidentielle de 2012 et pourquoi? Déjà, je voterai pour moi au premier tour. Je l'espère en tout cas que j'aurai l'opportunité de le faire parce que c'est un signal très fort envoyé aux politiques. Au second tour, mais peut-être comme toi, peut-être comme vous, je n'en sais rien pour l'instant. Je me pose beaucoup de questions et je regarde avec beaucoup d'attention ce que disent les hommes politiques. Je trouve que chacun a ses limites et ça me gêne beaucoup de donner le pouvoir à des gens qui ont des limites. Cela étant, il faut choisir aussi le moins pire. Je ne vais ne pas y aller pour la raison même que personne n'est parfait. Honnêtement, j'ai toujours pas de décision. Quand j'en aurai une, je la donnerai. C'est le sens de ma responsabilité aussi. Parce que n'importe qui ne prendrait pas ce courage-là, dirait « Bon, là, maintenant, j'ai fait ma campagne, j'ai fait, mais je ne sais pas combien on fera, 3, 4, 2, 3, 4%. Maintenant, voilà, je rentre chez moi, on fait une petite publique de la jeunesse et je ne dis pas pour qui je me prononce. » Je crois qu'il faut avoir un certain courage et dire « Voilà, moi, je me prononce pour un tel. » Ça ne veut pas dire qu'on est des idolâtres de ce candidat ou cette candidate. Mais je le dirai, tout à fait. Ma décision, je la donnerai, je l'espère, le plus tard possible, c'est-à-dire le soir du premier tour ou entre les deux tours. Mais j'ai pas de certitude aujourd'hui, sinon je te la donnerai. Puis sinon, je serai avec. Ça me semble logique. D'autres questions? En tout cas, pardon, désolé de revenir, mais c'est pour être très clair dans cette réponse, parce que je viens d'avoir un autre élément dans ma tête. Ouais, ça m'arrive, je suis à retardement, je suis diesel un peu. Imaginons, parce que je ne l'avais pas imaginé, imaginons que je n'ai pas mes 500 parrainages. C'était peut-être ça aussi la question. Ça peut arriver. Je touche du bois, comme on dit chez moi, mais j'en serais très triste, évidemment. Mais je prendrai aussi ma responsabilité, je dirai aussi pour qui je voterai. Je regarderai tous les programmes, je regarderai qui a une vision d'avenir, et je dirai, je vote pour lui. C'est tout. Pour l'instant, non, parce que quand je regarde tous leurs programmes et le mien, il n'y a pas photo. Mais si je vois que devant moi, il y a un blocage et qu'il faut absolument que je prenne une décision, je la prendrai. Jamais je dirai ne voter pour personne. Ce n'est pas le sens d'un engagement politique. Je dirais, voilà, moi je vote pour telle personne pour telle raison. Et je ne vote pas pour l'autre pour telle raison. Je crois que c'est tout à fait normal de le faire. Est-ce qu'il y a encore d'autres questions? Oui, on a une question là, devant. Bonsoir. Souvent, j'ai constaté qu'aux différentes élections, surtout présidentielles, il y a un peu un emballement médiatique. Beaucoup de choses se disent, se parlent, beaucoup s'échangent. Et juste après, souvent le deuxième tour, tout s'arrête. Alors, est-ce que vous n'avez pas peur qu'un peu avec l'engagement là, que vous êtes en train de prendre, c'est de vouloir un peu porter la voix des jeunes, que ce ne soit pas quelque chose qui s'éteigne tout d'un coup brusquement? Et qu'est-ce qu'on pourrait faire pour que ça puisse continuer si c'est quelque chose, évidemment Je suis bien d'accord. Voilà. J'ai très peur de cela. J'ai très peur aussi de la manipulation, comme on dit, dans le sens prendre et déplacer. Ça veut dire, tiens, c'est pas mal ton idée, j'en reprends un 10e, tu vois. Non, moi je leur dis non, il faut reprendre l'idée, là, parce que quand même, il y a une logique derrière tout ça, il y a une symbolique, il y a des valeurs. Résultat, je suis très... moi, il faut savoir que je ne suis pas psychorigide, Dieu merci, mais je suis, avec les responsables politiques que je connais quand même, très dur là-dessus.
Parce qu'ils me proposent plein de trucs, je leur dis toujours non. Je suis intraitable sur les propositions, les idées, les valeurs qu'on porte. Deuxième chose, c'est aussi le sens de se présenter à l'élection présidentielle. Sinon, je ferais comme tout le monde, je ferais un rapport, je le fais aussi, hein, puis je leur donnerais de la main à la main, puis je dirais tu fais ce que tu veux. Ou je ferais Nicolas Hulot. Je pourrais faire ça. Dire venez tous, les candidats, je les appelle, venez, on signe, ils signeraient. Des petits trucs. Au final, ils feraient rien. On est bien d'accord. Alors que si tu vas à l'élection, que tu fais un score important, parce qu'elle sera très serrée cette élection-là, ça va pas être 60-40, hein, ce sera 51-49, 52-48. Ça va se jouer à tellement peu de choses que si on fait un score déterminant, c'est-à-dire entre 1 et 4% par exemple, c'est possible, parce qu'on aura les mêmes moyens que les autres. Moi, je crois qu'il y a plein de Français qui vont vouloir voter pour nous. Par exemple, des abstentionnistes, pardon. Par exemple. On aura la capacité de dire aux 2 candidats, pas un seul, aux 2, maintenant, il faut faire quelque chose. Allez-y, faites-le. Et là, ils s'engageront dessus, donc ils le feront. C'est pour cela que j'ai une grande responsabilité, alors modeste, hein, mais qui m'incombe, et que je serai extrêmement peiné de ne pas pouvoir me présenter, parce que je saurais que ça veut dire que mes idées seront peut-être reprises, et je me battrai pour quand même, de toutes les manières, mais moins. Donc mon objectif, c'est d'être à l'élection, de faire un bon score, pour qu'on reprenne les idées et qu'elles rentrent dans le programme des grands candidats. Parce que seul, j'aurais pas les moyens de le faire, évidemment. Oui. J'ai une autre question. Quand on voit qu'il y a à peu près 36 000 communes en France, comment ça se fait qu'on n'arrive pas à trouver facilement 500 parrainages? C'est super dur, pour 2 raisons. Quoique moi, en fait, j'y arrive bien. Hein. Il y a plein de candidats qui sont venus me voir, Boutin, pour me dire « Ouais, mais comment est-ce possible, quoi? T'as un tout petit budget, t'as beaucoup de parrainages, etc. Comment est-ce possible ?» En fait, c'est simple, je vous le fais en 2 mots. Hein. J'ai envoyé un fax à tous les maires de France en disant la vérité, ma démarche, en disant qui veut me rencontrer. J'ai reçu 150, 200 retours. Après, on a appelé les maires qui étaient dans l'intercommunalité autour, etc. Et cet été, je suis allé voir les maires. Plus, j'ai des jeunes conseillers régionaux, conseillers généraux dans mon association aussi qui me donnent. Et des petits maires, des jeunes maires. Et donc, très rapidement, j'ai eu près de 250 parrainages à la fin de l'été. Parce que j'ai fait l'été avec la Yaris de ma maman, à aller faire des bornes, voir les maires. Ensuite, ça a été plus compliqué, mais on se bat et j'espère qu'on y arrivera. Parce que le lien direct avec les élus, c'est ça en fait la vérité du truc. Moi je prends la bagnole, le train et je vais les rencontrer, tout simplement. Et je vois qu'ils connaissent la jeunesse très bien, parce qu'ils envoient des jeunes très directement devant eux, ils ont les problèmes, on leur va demander au maire, tu peux m'aider mon fils pour le permis, pour ci, pour ça, etc. D'un autre côté, ce sont des gens, je me suis rendu compte, qui ont une certaine expérience, parce que c'est des gens qui ont son 3e, 4e mandat. Moi j'ai découvert plein de choses. Je suis tellement heureux de ce que je fais. Pourquoi ? J'ai 22 ans, étudiant, tu sais, j'ai jamais mis les mains dans le cambouis, moi, tu vois, c'est des mains de pianiste, hein. J'ai jamais joué au piano, mais c'est pour dire, tu vois. J'ai découvert plein de trucs. Le fils de taxi qui était jamais sorti finalement de son quartier, etc. J'ai vu plein d'agriculteurs. C'est magnifique pour moi d'apprendre tous ces métiers-là, puis l'amour qu'ils ont de ce métier-là. J'ai vu des retraités, tout ça. Et c'est ce qui est le plus important pour moi. Oh, il y en a plein, les critiques, ouais, mais enfin ça, tu sais, il y en aura toujours. Hein. Ça, j'écoute même plus, je m'en fous. Mais quand tu as quelqu'un qui a 60 ans, 70 ans, qui a vécu, qui a éprouvé des trucs, qui a eu ces difficultés-là, qui te dit c'est bien Maxime, il faut que tu continues parce que tu le fais sincèrement, tu vois, c'est bien, c'est ton truc à toi. On respire, quoi. On dit ça va, il y a des gens quand même qui sont capables de comprendre qu'on peut faire les choses sans avoir derrière une arrière-pensée, je ne sais quoi, électoraliste, politique, je ne sais quoi, et sans être des pourris, tu vois. Et cette liberté de ce tout petit environnement que j'ai avec moi, parce que c'est une campagne toute modeste, ça me donne la capacité de les toucher beaucoup plus facilement, les maires. Alors que les autres, ils leur envoient un courrier, ils disent tu m'envoies un parrainage. Ça se passe pas tout à fait comme ça. Ça se passe pas in the pocket, comme disent certains. Ça se passe sur le terrain, à la rencontre des élus. Et puis moi, ça m'a passionné. Moi, je suis pour les 500 parrainages, je trouve ça bien. C'est peut-être un peu trop, 500. Qu'on mette 200, c'est bien, 200-300, tu vois. Bon, ça m'aiderait beaucoup, c'est vrai qu'on mette 200-300, mais qu'on mette 200-300. Parce que, ne serait-ce que le principe d'aller les voir, il faut 30 départements aussi. Il y a cette règle-là, c'est génial. Moi, par exemple, je suis tombé amoureux de la Haute-Loire. Je sais pas pourquoi. Moi, j'ai 50 parrainages là-bas, c'est peut-être pour ça. C'est magnifique. Et les maires et les gens, ils sont adorables, ils sont géniaux. Je suis tombé amoureux de ce territoire-là que je connaissais pas du tout, j'y étais jamais allé de ma vie. Hein. Voilà, j'aime. Un jour, j'aimerais bien, si j'ai des moyens, avoir une maison de vacances là-bas, ou je sais pas, je suis tombé amoureux de là-bas et de plein de coins en France. Donc, voilà comment moi je vois une campagne présidentielle. Certains autres le voient comme une tournée, un battage, plus de forme que de fond. Ouais, pourquoi pas, c'est intéressant pour eux. Mais je crois que ça ne fait pas vraiment avancer le schmilblick. Une dernière question. Oui, à droite. À gauche, vous n'avez pas posé beaucoup de questions. Hein. C'est peut-être marqué. Une question sur le budget. Quel est-il et comment l'as-tu trouvé? Le budget de la campagne? Le budget de ta campagne, oui, pardon. Il est rikiki. Hein. Il est de... On ne sait même pas faire les calculs.
Bah, en gros, j'ai une quarantaine de bénévoles avec moi qui sont des étudiants, pour la plupart de milieux modestes, mais certains qui commencent à travailler, etc. J'y viens à la réponse, hein, mais pour expliquer. On a un principe de base. Tu sais, tout le monde peut donner jusqu'à, c'est 4 600 €, je crois, pour une campagne électorale. Et on a plein de grands patrons qui disaient, vas-y, moi je te donne, je donne. On a dit non, on les a vus venir de très loin. On a dit, nous, on veut faire une campagne extrêmement modeste. Donc vous pouvez donner jusqu'à 100 €, pas plus que nous, 100 €, ça nous semble énorme, tu vois. Donc on a dit 100 €, d'accord, mais pas plus. Pour que personne se dise, voilà, moi je le tiens, j'ai mis des moyens, etc. Comme ça, on est très indépendant. Personne ne peut me dire, Maxime, fais ci, fais ça, personne. Ou personne ne peut se sentir le moyen de me le dire. Donc on a eu plein de gens qui nous ont donné 100 €, qui étaient adorables, qui me disaient, ouais, mais c'est gentil. Ils me disaient, mais non, j'ai tellement d'années de retard, moi, en tant que jeune, etc. Donc on a eu aussi, c'est vrai, quelques moyens comme ça, mais ça n'allait pas non plus à des milliards. Et puis on a une générosité sur le terrain. Les gens, ils nous prêtent une bagnole, ils nous donnent un coup de main, tu sais, entre jeunes, tu vois. Ce soir, c'est la première nuit que je vais dormir à l'hôtel, hein, de toute ma campagne. Je dors jamais à l'hôtel. Ce qu'on nous a demandé, je ne dors jamais. On dort toujours chez l'habitant, des familles, pas que des jeunes, hein, des familles, c'est génial. Donc, le budget, ça doit être, je crois, une fois on avait fait le calcul, ça doit être 6-7 000 €. En gros, c'est toutes mes économies, et puis pas que mes économies, aussi celles de copains, etc., qui nous ont donné un coup de main. Et on ne le regrette pas du tout. Non, moi je ne regrette pas du tout parce que, au contraire, je trouve que c'est un bel investissement en termes humains. Ce que j'ai appris sur le terrain, bah, ça vaut tous les soirées en boîte de nuit et les trucs que tu peux faire ailleurs. Et on dit, les voyages forment la jeunesse, c'est ça je crois qu'on dit. Donc il y a les voyages EasyJet, c'est bien, mais les voyages en France, ah mais moi j'encourage tout le monde à le faire maintenant. Ah moi j'aimerais vous prendre dans un bus tout de suite, là vous emmener dans un coin, voir un petit peu. Il y a une diversité, une richesse dans ce pays, de nos territoires, de nos citoyens, qui est magnifique. Moi je devrais être épuisé, là vous imaginez, je devrais être sous tension complète, il me reste 120 parrainages, 2 semaines, etc. C'est dur, mais je suis extrêmement heureux, malgré tous les problèmes qu'on a, etc. Je suis extrêmement heureux parce que ça, personne ne peut me l'enlever. Et personne ne peut l'enlever aux jeunes que j'ai rencontrés, de tous les âges, que ça a libéré de certaines choses, que ça a poussé à aller toucher le réel, que ça a poussé à croire en eux. Personne ne peut nous l'enlever, ça. Donc cette campagne, c'est avant tout une aventure humaine, et c'est avant tout, on peut peut-être même terminer là-dessus, un engagement d'aujourd'hui, un engagement très actuel. Il n'y en avait pas eu avant, c'est vrai, de jeunes qui se présentent à l'élection présidentielle dans cette démarche-là. Mais je crois que c'est un engagement qui peut être reproduit dans tout, dans le fond. Pensez le fond, malgré le fait qu'on n'a pas envie de vous entendre là-dessus. C'est un engagement qui est intéressant. Et puis, quelque chose sur lequel je me sens très responsable, c'est sur cette question d'échec ou de réussite. Moi, je me fiche en fait de la réussite. Dans le fond, à titre individuel, je m'en fous. Pourquoi ? C'est un peu ce que dit Suran, il le dit tellement mieux que moi. Il dit, moi j'ai vécu toutes les formes de déchéance jusqu'au succès, qui est aussi une déchéance évidemment, parce que c'est une fin. Je ne m'arrête pas à ça. Pour moi, ça ne sera pas un échec si on n'a pas 3-4%, et ce ne sera pas un succès non plus si on a 3-4% et que personne ne reprend les idées. L'objectif, c'est vraiment de faire vivre cette aventure à tous, et je suis très heureux. Vous savez, moi je fais jamais les comptes, tout le monde me dit, ah, il y avait du monde, il n'y avait pas de monde, on s'en fout. L'important, c'est que chacune et chacun qui soit là soit pas frustré de ne pas avoir posé une question, de ne pas avoir compris quelque chose, et surtout, j'espère, vraiment je suis très orgueilleux là-dedans, hein, que quand vous allez rentrer chez vous ce soir, vous allez vous poser la question, dire, ah putain, pas inintéressant là ce qui s'est dit ce soir, finalement moi comment je m'engage, est-ce que ça m'intéresse ou pas, qu'est-ce que je fais moi, etc. Je suis sûr que vous vous poserez la question, d'une manière ou d'une autre. Et bien rien que ça déjà c'est gagné. Et en même temps, c'est vrai, sous le format associatif, on a eu aussi la chance de pouvoir faire cette campagne parce qu'on a eu des entreprises, on n'a pas le droit, attention, hein, mais quand je dis des entreprises, c'est des entreprises juste qui ont accueilli des visites, etc., tu vois, qui nous ont permis de venir les visiter. On a eu des écoles et des associations notamment, qui nous ont permis de nous inviter pour discuter avec des jeunes, etc. Évidemment, sans ça, c'est très compliqué de faire une campagne, c'est vrai. Mais l'important, c'est cette disponibilité, tu vois. Et ça vient aussi, je terminerai juste là-dessus, sur la question de l'engagement chez moi. Jamais personne chez moi n'a eu une carte dans un parti politique. Ils n'aiment pas trop chez moi ces trucs-là. Je sais pas pourquoi. Ils ont tous voté, hein, toute ma famille, j'ai toujours vu aller voter. Je sais même pas pour qui ils votent d'ailleurs mes parents. Je ne leur ai jamais demandé. Puis c'est pas grave. Je sais les valeurs qui sont les leurs, c'est le plus important. Mais chez moi, c'est pour ça que je suis boursier de ça, c'est qu'ils gagnent très peu d'argent parce qu'ils préfèrent s'occuper des voisins, des vieux, des gamins, des trucs, de la famille. Moi j'ai grandi avec mes grands-parents, mes parents, on s'en fiche, mais c'est pour expliquer, tu vois. Et donc, au final, par exemple, je ne me suis jamais senti, tout le monde me dit, tu vois, je lis des papiers parfois un peu, j'aime pas trop comment certains journalistes parlent de ça. Ils disent de basse extraction, tout ça. J'ai envie de leur dire, mais vas-y, range ton Balzac. C'est terminé, ça. Vous posez pas la question, j'espère quand vous me voyez,
On peut se poser la question d'où il vient, c'est intéressant, mais pas de basse extraction, non, on dépasse ça quand même, on est ce qu'on est un petit peu quand même. Résultat, je ne me suis jamais senti complexé ou pauvre ou quoi que ce soit, tu vois. Parce que chez moi, on m'a appris qu'en fait, on a besoin de pas grand-chose. Moi, tu me donnes un bouquin, des pâtes, je suis content, tu vois. On n'a pas besoin de grand-chose. On a besoin juste d'être libre et d'être heureux de ce qu'on fait, de ce qu'on est, de bien se sentir avec soi. Je touche du bois pour l'instant, ça va très bien. Et donc, ça me permet voilà, de ne pas avoir ce complexe-là. Sinon, et c'est là où je veux en venir pour terminer, on n'entreprend rien si on se dit « Waouh, la barrière est tellement haute ». Vous imaginez qu'une campagne présidentielle, je donne un exemple, je sais pas, Boutin, Morin ou les gens qui ont fait ce genre de campagne-là, ça coûte entre 200 000 et 500 000 euros. Tu as entendu la phrase que je dis tout à l'heure? Moi, c'est entre 5 000 et 7 000. Quoi. Voilà, vous exagérez un peu quand même. Ça, c'est plus cher que ça. Ben, moi, ça m'a coûté ça. Vraiment. Vraiment. Ça m'a coûté quoi, pour être très concret? Des billets de train, de l'essence, la bouffe, et envoyer des fax et des mails et des coups de téléphone à des maires. Voilà. C'est très concret en vérité quand on fait une campagne humaine. On n'a pas fait des meetings avec des trucs énormes, mais c'est pas grave. L'important c'est que celles et ceux qui étaient là, ils ont entendu ce qu'on voulait dire et le font. Donc je suis heureux de l'avoir fait comme ça aussi. Je me dis pas ah tiens merde, si on avait eu plus de moyens, on a fait comme on a pu. Et pour terminer sur qu'est-ce que s'engager aujourd'hui, s'engager aujourd'hui, c'est faire avec ce qu'on a, ce qu'on peut. Et une fois à l'enterrement de ma grand-mère, je vous dis ça parce que ça me revient en tête. Il y a une phrase qui m'a beaucoup touché. Il l'a dit en arménien, le prêtre. Il a dit « Elle donnait tout et un peu plus que tout pour tout le monde. Tout ce qu'elle pouvait et un peu plus. » Et bien, s'engager aujourd'hui, je crois que c'est ça. C'est donner tout ce qu'on peut et un peu plus. L'engagement, c'est le un peu plus. Et je crois que chacun peut le faire et ça ne lui enlève rien. C'est ça que je veux dire. Parce que je vois plein de jeunes et je suis très heureux en fait que vous soyez là. Et je suis toujours content de voir des jeunes qui ont envie d'aller écouter ça. Parce que franchement, la plupart, ils préfèrent aller jouer à la Game Boy ou faire leurs devoirs. Enfin, la PlayStation maintenant. Ou aller voir les filles, bon ils ont raison aussi, mais honnêtement, qu'il y ait des jeunes qui s'intéressent à l'engagement, ça me fait chaud au cœur. Et ce que j'aimerais dire, c'est ça, c'est aujourd'hui, ça ne nous coûte rien de nous engager. Au contraire, ça nous enrichit. Parce que ça nous donne, on va dire des mots techniques, un espèce d'avantage en fait, concurrentiel, sur les autres, entre guillemets. Pourquoi ? Parce qu'on a les valeurs de demain. C'est nous qui en sommes à la fois les dépositaires, mais aussi les créateurs, et surtout, c'est quoi la réussite? Voilà, je terminerai là-dessus. C'est quoi la réussite? Contrairement à ce qu'on dit, c'est pas de gagner beaucoup d'argent, d'être très respecté, je sais pas quoi, c'est des bêtises. Ça. Enfin, il faut, évidemment, c'est pas la question. Je vous dis pas, attention, soyez sous un pont. Mais c'est le ratio entre ce qu'on donne, l'effort, ce que ça nous coûte, entre guillemets, psychiquement, d'énergie, de pouvoir de vie, de puissance, en fait, de nous-mêmes. Et de l'autre côté, ce que ça nous rapporte en termes de bien-être et de ce qu'on apporte à la société, de position sociale dans le sens du terme société. Aujourd'hui, on tire tellement sur les gens. Moi, je le vois tous les jours. Hein. On tire, qu'on n'est plus heureux de ce qu'on fait. Et ben moi, vous savez, j'ai jamais fait de prosélytisme de ma vie. J'ai jamais dit à quelqu'un, viens dans mon équipe, soutiens-moi, vote pour moi. Jamais de ma vie. Je m'en fous. Ils font ce qu'ils ont à faire, les citoyens, c'est tout. Mais j'essaie juste de porter ce que je fais, de m'engager, c'est ça. Alors, s'engager, c'est pas les convaincre, c'est tu fais ce que tu as à faire et les gens qui veulent venir viennent parce qu'ils ont envie de participer à cette aventure. J'ai jamais dit à mon équipe, fais ci, fais ci, fais ça. On fait ce qu'on a à faire parce qu'on est des jeunes engagés aujourd'hui. Et ça, c'est, je crois, ce qui fera peut-être de vous, je l'espère, j'en recroiserai. Moi, je laisse toujours ma carte à la fin des trucs pour ceux qui veulent donner des nouvelles. Hein. Mais j'espère que ça fera de vous des jeunes qui ont un supplément d'âme et donc qui, dans leur projet professionnel, apportent ce qui fera, on terminera là-dessus, une économie de confiance qui fera perdurer justement les valeurs qui sont les nôtres, parce que je suis encore une fois très heureux que vous soyez là, et ça montre que vous avez cet attachement à ces valeurs-là, et c'est très bien, donc bravo à vous, avant toute chose, et j'espère qu'on va se recroiser dans l'avenir, d'une manière ou d'une autre. En tout cas, moi je suivrai avec attention celles et ceux qui veulent me faire suivre leur projet, et si on peut les accompagner et les aider, dans la mise en réseau, dans quoi que ce soit, c'est avec très grand plaisir. Et ayez de l'ambition, continuez à avoir du cœur, et personne ne vous freinera. C'est ça que j'ai envie de dire, quoi. Tout le monde vous dit non, tu sais, ça vaut pas le coup. Personne ne vous freinera. Quand on ouvre la porte, il n'y a personne pour la fermer. Allez-y, foncez. On a besoin justement de gens qui n'ont pas froid aux yeux et qui avancent, et je suis sûr que vous en faites partie. Donc merci beaucoup et foncez. Merci.